Bonsoir à tous, donc en attendant d'avoir un numéro qui marche. Merci d'être à nouveau si nombreux ce soir pour cette séance, au cours de laquelle on va revenir sur des questions liées à la justice sociale et à la manière dont les économistes abordent cette question. Alors, pourquoi parler de justice sociale? Je vais revenir rapidement tout de même sur quelques éléments que j'avais abordés lors de la première partie de cette conférence, qui portait plus sur les fractures territoriales et sociales. Et je voudrais revenir ici sur un des éléments qui, en tout cas de mon point de vue, était le plus important dans ce que j'ai exposé la dernière fois. Merci beaucoup. Ouais, ça passe mieux comme ça, j'ai moins fatigué la voix. J'ai pas une voix de stentor, là. Je m'y ai amusé. Et je ne pensais pas un jour avoir à faire une conférence dans ces conditions. Bon, ce qui est bien, c'est quand on ressent éventuellement un peu de peine à la perte d'un artiste qu'on pouvait aimer, il suffit d'écouter 20 minutes la radio, et tous les hommages qui viennent à droite, à gauche, pour en être rapidement exaspéré. Donc, rapidement sur quelques éléments qu'on avait vus la dernière fois, même si la plupart d'entre vous étaient déjà présents, et je vous remercie pour cette forme de fidélité à ce que je viens vous raconter. Encore une fois, ce qui se passe aujourd'hui, et l'ensemble des fractures territoriales qu'on a vues s'organiser, notamment autour d'un phénomène de métropolisation, ce développement des grandes villes, qui a été accompagné notamment par un ensemble de politiques publiques qui sont aujourd'hui, confirmées et renforcées, et qui vont l'être par le président actuel et ses équipes, c'est clairement dans son programme. Donc une activité économique et des créations de richesses qui se concentrent dans quelques grands pôles métropolitains autour desquels se développent des périphéries, sur lesquelles travaillent des géographes, des économistes. Périphéries qu'on a parfois du mal à définir, vous voyez, typiquement, si on retient les critères qui sont retenus habituellement, à savoir du déclin démographique. Moi, quand je vais travailler avec le pôle territorial de coopération économique de Limoux, c'est pas une zone en déclin officiellement, Limoux. On a un accroissement démographique. Mais on constate que cet accroissement démographique se fait de manière assez particulière parce que, du coup, Limoux a une périphérie qui est en train de se vider de sa population. Et on voit aussi qu'il y a un afflux massif de populations très différentes, notamment de personnes qui ne sont plus en activité, des retraités, mais aussi pas mal de chômeurs qui viennent développer des projets et qui ne pourraient pas développer ailleurs, etc. Et donc, dans la manière de qualifier, vous voyez, ces périphéries, on a des débats entre nous, et là, je participe à un programme de recherche où on se demande comment qualifier ces territoires. De mon point de vue, par exemple, le déclin, on peut le mesurer non seulement éventuellement à un déclin économique, mais aussi parfois à des aspects qui peuvent être masqués par des phénomènes de croissance. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention à certaines poches de richesse d'activité économique. Quand on prend les grandes zones céréalières de la Beauce, du Val-de-Marne, de la Picardie, etc. Enfin, on a toute une série de zones qui produisent beaucoup de richesses, mais sur lesquelles on a un appauvrissement de l'environnement, de la biodiversité, des fonctions sociales et économiques qui se développent sur ce territoire. Donc il y a plein de manières de définir, encore une fois, ces phénomènes de développement de périphérie qu'on a parfois du mal à qualifier. Et ce qui est important, c'est que ce développement par grands pôles métropolitains est une tendance normale du capitalisme. Et ça, c'est quelque chose de très important sur lequel je vais insister ce soir. On met régulièrement en accusation l'Europe, la mondialisation, c'est-à-dire autant de forces qui sembleraient extérieures à notre économie nationale et qui s'imposera à cette économie nationale. Mais ce qui est fondamental d'avoir en tête, c'est que la mondialisation n'a fait qu'exacerber des éléments qui étaient déjà présents. Et ça, ce sera le point de départ de ce soir. La mondialisation ne fait qu'exacerber les tensions sociales qui se manifestent aujourd'hui à l'échelle territoriale. Et l'ensemble des fractures qu'on peut constater à l'échelle territoriale, par exemple entre des métropoles et leurs territoires périphériques, on l'a vu la dernière fois, se manifeste aussi souvent à l'intérieur même des pôles métropolitains. On a vu notamment que dans les métropoles, il y avait des poches de richesse et des poches de pauvreté également. Tout cela nous renvoyant finalement à la question des inégalités qui sont, intrinsèques et je dirais même consubstantielles au capitalisme. Et il y a tout un discours d'analyse de la mondialisation, très critique souvent, qui parfois oublie de rappeler que la mondialisation n'est qu'un des aspects du capitalisme.
Alors bien entendu, la mondialisation que nous connaissons aujourd'hui est une mondialisation spécifique, qu'on pourrait qualifier de mondialisation néolibérale. Et effectivement, ce qui caractérise la période actuelle, ce ne sont pas tant les forces économiques qui sont en jeu, puisque ces forces économiques qui sont en jeu aujourd'hui sont les mêmes que celles qu'il y avait en jeu pendant les 30 Glorieuses, qu'il y avait pendant les années 1920-1930, qu'il y avait au XIXe siècle et à la fin du XVIIIe siècle. Ce sont les forces de ce que les économistes, enfin certains économistes, appellent l'accumulation du capital. L'accumulation du capital passe par la concentration de ressources entre les mains d'une minorité qui fait transformer ces ressources par une majorité de la population dont la seule fonction consiste finalement à travailler, à vendre sa force de travail, en espérant obtenir un salaire. Et dans ce processus d'accumulation, très bien décrit par Marx dès le milieu du XIXe siècle, ce processus d'accumulation conduit mécaniquement à un creusement des inégalités entre l'élite qui s'accapare des ressources et la majorité de la population qui travaille pour cette élite. Alors, je viens de citer le nom de Marx. Pour beaucoup de mes collègues économistes, du coup, cela disqualifie mécaniquement le discours que je suis en train de tenir. D'accord, si je fais référence à Marx, c'est que je suis un marxiste, et donc la perspective que je vais avoir sur les questions économiques est forcément biaisée et idéologique. C'est pour ça que ce soir, je vais essentiellement citer des auteurs libéraux pour justifier la plupart de mes propos. Les libéraux eux-mêmes, dès la fin du XVIIIe siècle, au début du XIXe siècle, analysent les tensions qui sont consubstantielles au capitalisme. On trouve chez les premiers grands-pères du libéralisme, que sont Smith, Malthus, Jean-Baptiste Say, John Stuart Mill, Ricardo, on trouve de très nombreux développements sur ce qu'est l'économie capitaliste, qui est bien une économie scindée en deux, entre d'un côté les détenteurs du capital et de l'autre ceux qui travaillent pour valoriser ce capital, sachant que la valorisation du capital va dans la poche des capitalistes. Alors c'est une évidence, c'est d'ailleurs assez marrant parce que c'est une évidence pour beaucoup de sciences sociales, en sociologie, en géographie, etc., mais pas chez les économistes. D'ailleurs, quand il faut qu'on utilise le mot néolibéralisme dans un article en économie, il faut qu'on écrive 12 pages en amont pour pouvoir justifier qu'on va utiliser ce gros mot qu'est le néolibéralisme. Alors que je vois mes collègues en géographie, ils écrivent néolibéralisme, ils n'ont pas besoin de le justifier. Oui, c'est une phase historique particulière. Et ce que cette phase historique particulière a comme caractéristique, ce ne sont donc pas des forces intrinsèques qui ont toujours été là, mais bien plutôt la manière dont les politiques publiques traitent de ces tensions intrinsèques et qui génèrent des inégalités. Et donc, ce qui caractérise la période actuelle, c'est une crise des logiques de solidarité, c'est-à-dire une crise dans la manière de gérer le creusement des inégalités. Ce qui va caractériser les 30 Glorieuses, et on en a déjà parlé à plusieurs reprises, c'est justement la mise en place d'un ensemble de dispositifs qui ont permis de réduire les tensions du capitalisme, de réduire les inégalités. Et, chose très importante, cette réduction des tensions et des inégalités via un ensemble de processus de redistribution, la mise en place de la protection sociale, etc. La réduction de ces tensions et des inégalités a permis en retour la croissance du capitalisme. C'est bien parce que l'État a mis en place un système de protection sociale, par exemple, que les ménages ont pu commencer à s'endetter pour acheter un logement, plutôt que de mettre de l'argent de côté pour voir venir les risques de maladie, les risques de vieillesse, etc. La sécurité sociale nous permet de dégager une part de nos revenus pour consommer. Le développement de la consommation de masse a été permis par les politiques de redistribution. Et ça, c'est un élément fondamental qui fait notamment que le système français a mieux réagi que d'autres systèmes beaucoup moins redistributifs à la crise de 2007-2008. On le sait, à un moment, le système français a été vanté pour cela. Effectivement, l'impact de la crise financière a été plus faible en France qu'il ne l'a été dans d'autres économies où il n'y a pas de système de redistribution. Et donc, on est aujourd'hui dans une logique de rupture d'une forme de contrat social, une sorte de pacte social, qui est un terme qui a ressurgi récemment et notamment pendant la campagne électorale. Alors c'est toujours intéressant de voir pendant les campagnes électorales comment ressurgissent certains termes comme le pacte social, la justice sociale, etc. Alors quelques mots sur ce contrat social. C'est d'abord une tradition issue des Lumières, du siècle de la période des Lumières, on va dire grossièrement 17e, 18e siècle. On sait tous, on a tous été abreuvés de ça à l'école.
et en particulier de ce que pouvait raconter Rousseau et le contrat social qui vient expliquer pourquoi les hommes mettent en place un ensemble de procédures qui leur permettent de vivre ensemble une fois qu'ils sortent de l'état de nature. C'est une tradition assez française, hein, cette représentation du contrat social et du pacte social, qu'on trouve beaucoup moins chez les anglo-saxons, par exemple. On le trouve aussi dans la pensée allemande, puisqu'il y a de fortes proximités entre les Lumières allemandes et les Lumières françaises, dans une forme de rationalisme, c'est-à-dire dans l'idée que l'on peut construire par la raison. Ça, c'est un élément fondamental qui permet de comprendre beaucoup d'éléments du débat politique français. On pourrait comprendre par la raison l'ensemble des lois qu'il faut mettre en place pour pouvoir bien vivre ensemble. On y reviendra, l'un des travers de cette perspective rationaliste, c'est qu'elle pourrait nous laisser croire qu'il est possible de transformer le social grâce à la raison. Et cette transformation du social par la raison nous renverrait à une question fondamentale. Qui détient la raison? Qui est capable, parmi nous, de concevoir éventuellement mieux que les autres, par la raison, l'exercice d'un ensemble de techniques rationnelles, raisonnables et d'un ensemble de savoirs? Comment, en exerçant l'ensemble de ces compétences, certains pourraient-ils être capables de bien définir ce que serait une bonne société? Et on voit tout de suite comment on peut avoir un glissement technocratique, dont nous nous plaignons régulièrement, mais aussi une sorte de glissement quasi totalitaire dans l'idée que la raison nous permettrait de définir ce qui est bon pour l'ensemble de nous. Et je ne sais plus si j'en avais parlé la dernière fois qu'on s'était vu, de mon point de vue, Emmanuel Macron incarne parfaitement ce discours-là lorsque, à l'occasion des débats sur les réformes et la mise en place des réformes, il expliquait il y a encore peu que les Français, on sait, c'est quand il a parlé de ces fainéants qui ne veulent pas changer, etc., dont on ne savait pas très bien à qui ça s'adressait, c'était la classe politique qui n'avait pas voulu faire de réforme, le peuple français qui serait fainéant, qui ne voudrait pas se mettre au travail, on reviendra sur toutes ces questions-là. Mais plus fondamentalement, encore une fois, ce qu'il y avait dans le discours d'Emmanuel Macron à ce moment-là, c'est l'idée que les Français refusent ce qui est dans les livres. Et pour moi, il est là le glissement dictatorial, c'est-à-dire le moment où tout à coup le pouvoir politique dit « le savoir est dans les livres ». Et quand on dit « le savoir est dans les livres », vous vous doutez bien de quel livre il s'agit des manuels d'économie. Et là, on est dans une situation qui, de mon point de vue, est extrêmement dangereuse. Donc on a cette tradition rationaliste, mais il y a surtout une tradition historique en France. Le système de protection sociale dans lequel nous avons grandi, qui ne sera bientôt plus qu'un lointain souvenir que nous pourrons raconter à nos enfants et petits-enfants. Tu sais, il y a une époque où il existait un système qu'on appelait la retraite. À un moment, on pouvait arrêter de travailler. Et là, nos petits-enfants nous diront « Ah bon, vous avez travaillé ?» On leur parlera du salariat, ils auront peut-être du mal à comprendre ce que pourrait être ça, l'idée d'un contrat de travail, dans toute sa diversité, etc. Donc on a une histoire très spécifique qui a conduit à l'émergence du système de protection sociale française. Et ce système est en lui-même relativement ambigu. Hein. Vous voyez, je ne le précise pas tant ici, mais en expliquant que c'est un système qui est fondé à la fois sur le travail et la citoyenneté. De fait, le système de protection sociale que nous avons mis en place après la Seconde Guerre mondiale a été un mélange de ce qui avait été instauré à la fin du XIXe siècle par Bismarck en Allemagne et dans les années 30 par Beveridge en Angleterre. En Allemagne, le droit à la protection sociale était traditionnellement, enfin, à la suite de Bismarck, attaché au travail. C'est en travaillant qu'on obtient l'ensemble de droits. Du côté anglo-saxon, c'est la citoyenneté qui donne un ensemble de droits. En France, on a essayé de mixer les deux, de faire quelque chose de relativement original, qui nous donne un système de protection sociale relativement complexe. Et ce qu'on va voir, c'est que le système néolibéral s'est attaqué à ces deux logiques-là, c'est-à-dire à la fois l'idée d'un ensemble de droits de protection sociale qui seraient liés au travail, et l'idée que la citoyenneté en elle-même nous donnerait, enfin la citoyenneté, l'appartenance à un corps social, citoyen, une nation, nous donnerait un ensemble de droits. Ce mouvement-là de rupture a commencé dans les années 70. Alors il y a un paradoxe pour nous en France, c'est que finalement, la période néolibérale nous semble relativement récente. Elle s'est diffusée très progressivement de façon beaucoup moins radicale et violente qu'elle ne s'est faite, par exemple,
aux États-Unis ou en Grande-Bretagne avec l'arrivée de Reagan et Thatcher. Il y a eu un changement brutal, soudain, dans les politiques publiques mises en œuvre. Nous, ça a été quelque chose de plus diffus. Hein. Comme quand à l'époque, on avait des sorties de films qui venaient plusieurs mois après les sorties de films aux États-Unis. C'est arrivé progressivement, et puis on a essayé d'adapter ce discours néolibéral à une sorte de culture française. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, on voit bien une forme d'homogénéisation des stratégies néolibérales partout dans le monde. Alors, avant même de continuer à rentrer plus précisément dans le détail, c'est ce qui brouille parfois les cartes sur le néolibéralisme, qui fait qu'il y a beaucoup de débats chez les chercheurs pour savoir ce qu'on peut caractériser comme étant le néolibéralisme, etc. Il y a une manière relativement simple de définir le néolibéralisme. Le néolibéralisme, c'est la thèse qui affirme que le marché est une force sociale suffisante pour générer de la cohésion sociale, de la croissance et du bien-être pour tous. Voilà l'idée de base. L'idée de base, en réalité, c'est que le marché, par l'échange, conduit les individus à adopter des comportements rationnels, efficaces, qui vont permettre la meilleure gestion possible des ressources. Et on va voir comment ça s'est décliné. Ça, c'est l'idée générale. Ensuite, dans les manifestations, les politiques néolibérales ont pris des formes différentes, suivant les pays dans lesquels on était, suivant en fonction des résistances qui sont venues de la société civile, de certains partis politiques, de certains syndicats, dans les pays où il y avait des syndicats, etc. Ce qui fait que le néolibéralisme a pris des formes très différentes d'un pays à l'autre. Et c'est pour ça que souvent les chercheurs disent « Oui, mais ça, est-ce qu'on peut dire que c'est néolibéral ou pas ?» Voilà, on a beaucoup de débats entre nous. Actuellement, je travaille sur la question de la néolibéralisation de la biodiversité, et il y a 90% de mes collègues économistes qui disent « Tu fantasmes la néolibéralisation... » Enfin, vous fantasmez, je le dis comme ça. Vous fantasmez, chers collègues, la néolibéralisation de la nature. Et ce qui est intéressant, c'est quand on voit ce qui se passe au niveau de la recherche, et ce que vivent les acteurs de terrain. Voilà, je travaille avec des acteurs de terrain qui travaillent sur l'ensemble du territoire, un réseau très dense de conservation de la biodiversité, qui nous disent, bah si, très clairement, il y a une néolibéralisation de la biodiversité quand les grands aménageurs du territoire sont obligés de faire de la compensation. C'est une règle qui est dans la loi maintenant, la loi biodiversité, qui a été votée en 2016. Quand vous voulez faire de l'aménagement, vous devez d'abord voir si vous pouvez éviter de détruire l'environnement. Si vous ne pouvez pas l'éviter, vous devez réduire votre impact sur l'environnement. Si vous ne pouvez pas trop le réduire, vous devez compenser. Jusqu'à récemment, compenser l'impact d'un projet d'aménagement sur l'environnement, ça voulait dire que l'aménageur était obligé de prendre à ses frais la restauration de la biodiversité et de milieux environnementaux et écologiques très spécifiques, c'est-à-dire grosso modo de les déplacer à un autre endroit tout en veillant à un ensemble de circonstances qui sont liées à la continuité écologique, etc. Déjà, pour tout vous dire, c'était pas terrible, comme logique. Mais maintenant, vous pouvez mieux faire. Vous pouvez, vous, si vous voulez, demain, acheter des terres sur lesquelles vous allez conserver de la biodiversité et ensuite vendre des lopins de terre à des aménageurs qui pourront dire ainsi, ben voilà, je détruis de la biodiversité à tel endroit, mais j'en achète à un autre endroit. Et ça, c'est ce que la Caisse des dépôts et consignations a lancé dans la plaine de la Crau. Ils ont acheté des centaines d'hectares sur lesquels ils font ce qu'on appelle des réserves d'actifs écologiques. Ouais, l'idée d'actifs écologiques. Les actifs, quand on parle d'actifs, la plupart du temps, c'est quand on parle d'actifs financiers, à la bourse, etc. On fait maintenant des actifs écologiques et on est en train de monter ce qu'on appelle des banques de compensation. C'est-à-dire des gens qui achètent des lopins de terre, qui font de la conservation et qui vont vendre ces lopins de terre. Moi, j'appelle ça un marché. Et s'il y a développement du marché pour gérer la biodiversité, on peut parler de néolibéralisation de la biodiversité. C'est ce qui se fait aux États-Unis, c'est ce qui se fait en Allemagne. Aujourd'hui, par exemple, une usine allemande qui produit X tonnes de CO2 peut compenser cette production de CO2 en achetant des hectares de terre en Afrique, en plantant de l'eucalyptus et en mesurant à la taille des troncs d'eucalyptus plantés la compensation d'émanation de CO2 qu'il fait au nord. Voilà. C'est un marché. Et ce qu'est le néolibéralisme, c'est le discours qui consiste à dire voilà la méthode efficace. C'est d'ailleurs en réalité la seule méthode efficace. Bien plus que par exemple des mesures qui conduiraient à empêcher la destruction de la biodiversité.
Non, la réglementation, ça contraint les acteurs, ça génère finalement un surcoût, il y a moins d'investissement. S'il y a moins d'investissement, il y a moins de croissance. S'il y a moins de croissance, il y a moins d'emplois, il y a plus de chômage, etc. Et on revient toujours à cette rhétorique permanente qui fait que tout se justifie en permanence à l'aune de la croissance créatrice d'emplois, quel que soit finalement l'ensemble des conséquences de cette croissance. Parce que par exemple, on se soucie peu de savoir si les terres achetées par des banques de compensation en Afrique étaient des terres qui étaient utilisées par des paysans pour se nourrir, par exemple. Et là, moi, j'ai vu des choses très intéressantes sur la question. Les banques de compensation disent, mais on a créé des emplois, puisqu'on a des types qui sont payés à mesurer la taille des troncs. Oui, mais sauf que aucun de ces emplois ne vient compenser l'expropriation des terres qui a été à la base de cet achat pour planter l'eucalyptus, et du fait que les gens qui travaillaient, qui faisaient de l'agriculture vivrière sur ces terres-là, n'ont plus de quoi se nourrir. Et pour 50 personnes qui se nourrissaient de ces terres, il y en a 3 qui mesurent des troncs. Et du coup, puisqu'on ne produira plus de culture vivrière sur ces terres-là, l'argent gagné en mesurant des troncs permettra d'acheter du riz importé de Chine, par exemple. Et on voit l'ensemble des processus qui se mettent en place. Et ça, on va y revenir. C'est la question, ici on voit qu'on a une question fondamentale à se poser, c'est quels sont les éléments qui nous permettent de mesurer, à condition déjà qu'on accepte de se mettre dans cette démarche-là. On se dit, ok, on admet ce qui va déterminer une politique publique, c'est son efficacité. Certes. Mais à ce moment-là, quels sont les critères qui vont nous permettre de mesurer l'efficacité des politiques publiques? Donc le néolibéralisme, c'est le discours qui tend à dire que le marché est le mode d'organisation le plus efficace, mais avec une représentation très spécifique de ce qu'est l'efficacité. Ce qui est efficace, c'est ce qui génère de la croissance. Un accroissement des revenus mesurés en monnaie. Alors le néolibéralisme a été porté par un mouvement à la fois philosophique et économique aux États-Unis, qui va pleinement se développer dans les années 70. Alors pourquoi dans les années 70? Parce que jusqu'alors, aux États-Unis, dans une période de pleine croissance, c'était les 30 glorieuses aussi aux États-Unis, forte croissance du produit intérieur brut par habitant, réduction des inégalités, amélioration des conditions de vie de la classe moyenne, etc. Et on était dans une période où les taux marginaux d'imposition, vous savez, les taux les plus élevés payés sur la tranche des revenus les plus élevés, montaient jusqu'à 90% aux États-Unis. Un impôt qu'on considérerait aujourd'hui confiscatoire. Ces taux d'imposition très élevés ont-ils empêché la croissance aux États-Unis dans les années 50-60? Non. En revanche, ils ont permis de la redistribution, une réduction des inégalités, un développement de la classe moyenne, etc. Et donc, il faut bien avoir en tête que du coup, l'élite américaine n'a eu de cesse, à partir de la Seconde Guerre mondiale et du développement d'un État interventionniste qui devait financer ses politiques par les prélèvements d'impôts, cette élite n'a eu de cesse que d'élaborer un discours politique, économique et philosophique qui pourrait justifier que l'on sorte de ces impôts qu'ils considéraient comme confiscatoires. Et c'est donc en réalité, le néolibéralisme, une rhétorique qui n'a qu'un seul objectif, justifier la réduction des impôts. C'est le seul objectif du discours néolibéral. Et pour justifier cette réduction des impôts, et là, vous voyez, c'est pour ça que j'ai fait attention à utiliser une citation d'un prix Nobel d'économie, celui de l'année dernière, plutôt libéral, qui nous rappelle qu'effectivement, l'idée globale d'Angus Deaton dans cette phrase, ici, c'est quoi? C'est que les riches n'ont de cesse que de faire baisser les impôts parce que les impôts ne leur servent à rien. Les riches se payent des écoles, les riches se payent des cliniques, les riches se payent une retraite, etc., etc. Donc ils n'ont pas besoin de tout cet argent qui est prélevé par l'État pour être réinjecté dans l'économie, d'abord sous forme de services publics, parce qu'il ne faut pas oublier que la première source de redistribution dans l'économie, ce ne sont pas les minima sociaux, l'ensemble des dépenses de protection sociale, de sécurité sociale, etc. La première source de redistribution dans l'économie, ce sont les services publics. C'est-à-dire les dépenses de l'État qui sont accessibles à tous, sans condition de revenus. Et c'est ça qui est fondamental, mais c'est là qu'on a une véritable redistribution fondée sur la citoyenneté, c'est-à-dire l'appartenance à une collectivité vivant sur un même sol, et qui nous permet d'accéder à des biens et des services que nous ne pourrions pas consommer autrement
de la santé, de l'éducation, de la culture, du savoir, de la connaissance, du vivre ensemble, enfin tout ça. Et on va avoir du coup plusieurs thèses qui vont monter en puissance dans les années 70 et qui sont toutes alimentées par ce qu'on appelle la thèse des effets pervers. Cette thèse des effets pervers explique que lorsque l'État intervient, bien qu'il soit animé de très bonnes intentions, ce qu'il fait ne conduit jamais qu'à l'opposé de ce que l'État visait. Cette thèse, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler, notamment, si je me souviens bien, il y a 2 ans, sur une thèse sur la science lugubre de l'économie. L'économie était une science très lugubre au XIXe siècle, puisque les économistes expliquaient que, oui, il y a une croissance de la population, c'est ce qu'explique Malthus, qui est trop rapide par rapport à la production agricole, donc il faut admettre que régulièrement, il y a une partie de la population qui doit mourir de faim. C'est triste, mais c'est comme ça. Et ce qu'expliquait Malthus déjà à l'époque, c'est que le problème, c'est que l'État et la compassion nous conduisent à développer des formes d'assistance aux pauvres, en leur redistribuant de la nourriture, en leur redistribuant de l'argent pour qu'ils puissent acheter de la nourriture. Et le problème, comme expliquait déjà Malthus, et vous allez voir comme ça fait écho aux discours qu'on entend encore aujourd'hui, qui sont fondamentaux dans la rhétorique néolibérale. Et là, vous allez voir du coup que ce discours néolibéral couvre un champ politique qui est distinct de celui de la gauche et de la droite, qui va bien au-delà de la droite traditionnelle, mais qui nous permet de mieux éclairer la posture d'un gouvernement ni de gauche ni de gauche. Ce qu'explique Malthus, c'est que lorsqu'on redonne de l'argent aux pauvres pour qu'ils s'achètent à manger, on ne change pas la quantité de nourriture disponible. Première vérité assénée par Malthus, le problème c'est qu'on ne produit pas assez de nourriture, donc c'est pas parce qu'on donne de l'argent aux pauvres que les pauvres, qu'on aura plus de nourriture. Le risque, c'est que si on donne de l'argent aux pauvres pour qu'ils s'achètent à manger, les prix alimentaires vont augmenter. On va être plus nombreux à vouloir acheter plus de nourriture. Or, comme les prix alimentaires vont augmenter, ce sont ceux qui travaillent et qui gagnent de l'argent qui pourront moins s'acheter de nourriture puisque les prix alimentaires auront augmenté à cause de l'argent qu'on donne aux pauvres. On n'a pas attendu Sarkozy pour avoir ce discours qui instaure la guerre entre les plus pauvres et les pauvres. Ici, ce que nous explique Malthus dès la fin du XVIIIe siècle. Bon, il n'avait pas signé son ouvrage, il l'avait publié de manière anonyme. Au début, il sentait bien que c'était un peu trop rugueux comme discours. Malthus nous explique que en donnant de l'argent aux pauvres, on appauvrit les pauvres qui travaillent. Donc, vous voyez, il y a déjà à ce moment-là l'idée qu'il y a une opposition entre les pauvres au chômage, qu'on ne peut pas aider parce qu'en réalité, s'ils sont en chômage, c'est ce qu'on appelle le surnuméraire. Ils sont là, ils sont en trop. C'est triste, mais c'est comme ça. Et si on les aide, ça va appauvrir les pauvres qui travaillent. Mais en plus, si on donne à manger aux pauvres qui n'ont pas de travail, les pauvres vont se dire, je peux faire des enfants, puisque l'État prendra à sa charge mes enfants. Donc, les pauvres vont se multiplier. Et là, on voit une thèse assez fréquente suivant laquelle le pauvre se reproduit comme un lapin. Vous donnez 2 carottes, pof, il se reproduit, il fait des enfants. Et ce qui est intéressant, c'est que cette thèse, là, elle est réactivée aujourd'hui face à la crise écologique. Qu'est-ce qu'on nous explique là aujourd'hui face à la crise écologique? Que si tout le monde voulait consommer comme les Américains, il nous faudrait 5 planètes. Et donc au lieu de dire il faut que les Américains arrêtent de consommer comme ils consomment, qu'est-ce qu'on entend? Il faut que le tiers-monde arrête de se reproduire. Enfin bien sûr, on n'est plus le tiers-monde, on dit les pays du Sud. Mais là on les explique à nouveau, vous voyez cette thèse suivant laquelle les problèmes que l'on connaît dans le monde seraient des problèmes d'ordre naturel. Par exemple là, c'est la démographie. Il y aurait une démographie encore trop galopante en Afrique, en Amérique latine, etc. Et c'est ça qui pose un problème environnemental. Certainement pas le mode de vie des Américains. Sauf que quand on y regarde de plus près, on constate que 90% de la population provient de 10% de la population, 90% de la pollution mondiale vient de 10% de la population mondiale. Mais ce qu'on explique, c'est que c'est à cause des 90% qui n'ont pas accès à ces modes de consommation de polluants, c'est à cause de ces 90% qui se reproduisent encore comme des lapins qu'on a des problèmes environnementaux. Donc, ici, on a une thèse qui est fondamentale, c'est qu'il y aurait des causes extérieures, naturelles, aux problèmes que l'on rencontre. Et donc, face à ces problèmes naturels, il n'y a que des solutions naturelles. Par exemple, admettre la disparition des pauvres. C'est ce que nous expliquera Malthus. Qui est un discours un peu plus difficile à tenir, quoique, finalement, c'est le discours qu'on tient aujourd'hui face aux migrants. On voit commencer à arriver des vagues de migrants qui sont liées, nous dit-on, à des problèmes politiques, etc. Mais on en a déjà parlé pendant ces conférences. On le sait, ces vagues de migrants ne sont que les premières de vagues de migrants
environnementaux, qui vont bien entendu remonter vers le nord, vers l'Europe, hein, lorsqu'on a une carte de désertification. Alors qu'est-ce qu'on va faire à ce moment-là? On dira, bah, ils n'avaient qu'à pas se reproduire dans des endroits qui sont en train de se désertifier parce que nous, on émet trop de CO2, alors qu'on va planter des forêts d'eucalyptus en Afrique pour compenser, vraiment, c'est pauvre. Donc la grande idée qui va se développer, c'est comment montrer d'un point de vue théorique que les dépenses publiques génèrent des effets contradictoires avec ce qui est recherché. Donc je ne vais pas le détailler, hein, je ne vais pas rentrer dans trop de détails techniques, mais on a l'idée par exemple que le déficit budgétaire c'est mal. Lorsque l'État dépense trop d'argent, il se retrouve régulièrement en déficit et le déficit budgétaire génère de l'inflation. Et ce qu'on nous explique, c'est que l'inflation c'est mal pour l'économie. Et là on voit, vous voyez, toujours cette finesse du discours néolibéral. La force du discours néolibéral a consisté dans les années 70 à dire l'inflation c'est pas bon pour les salariés. Parce que quand les prix augmentent, c'est le pouvoir d'achat des salariés qui diminue. Et nous tous, salariés, on se dit ah bah oui c'est vrai, c'est pas terrible. Le vrai problème surtout c'est que lorsqu'il y a de l'inflation, les salariés demandent des augmentations de salaire. Et donc les néolibéraux vont dire du coup en plus le problème c'est que les salariés demandent à leurs syndicats d'obtenir des augmentations de salaire, mais si les salaires augmentent, les prix vont augmenter. Et on rentre dans une spirale inflationniste. En réalité, tout ça servait à masquer quelque chose de fondamental que John Maynard Keynes a très bien expliqué en 1936, c'est que quand les prix augmentent, qu'est-ce qui perd de la valeur? L'argent. Et en particulier, l'argent qui n'est pas investi dans le processus de production. Ce qui perd de la valeur, c'est l'argent que prêtent ceux qui vivent de l'argent. Effectivement, hein, pour simplifier le raisonnement, si en début d'année, vous me prêtez 1000 € qui me permettent d'acheter une télévision, et qu'à la fin de l'année, je vous rends 1100 €, avec un taux d'intérêt de 10%, ce qui est déjà énorme. Si entre-temps, le prix de cette télévision est passé à 1200 €, en début d'année, je vous ai emprunté une télé, à la fin de l'année, je vous rends moins qu'une télé. Donc, lorsqu'il y a trop d'inflation, qui perd en réalité? Ceux qui vivent de leur argent. La première cause de lutte contre l'inflation, c'est que l'inflation, comme le disait Keynes, c'est l'euthanasie des rentiers. C'est-à-dire ceux qui ne vivent que de l'argent, qui font de l'argent avec de l'argent, qui sont d'ailleurs souvent les mêmes qui fustigent ceux qui sont contre la valeur travail. Oui, forcément, pour eux, la valeur travail, c'est important, c'est ce qui fait fructifier leur argent. Ce qui nous renvoie à plein de paradoxes culturels fondamentaux. Un pauvre qui ne travaille pas, il est suspect, un riche qui ne travaille pas, on l'envie. C'est complexe, hein, la culture et notre rapport à l'argent. Et donc, vous voyez, lutter contre le déficit budgétaire pour pouvoir éviter l'inflation qui serait mauvaise pour les gentils salariés. Alors qu'en réalité, derrière, on a un objectif, c'est effectivement juguler l'inflation pour arrêter que l'argent perde de sa valeur, autrement dit pour que le capital perde de sa valeur, et puis en même temps, du coup, déconstruire un argumentaire dans lequel on ne voit pas arriver la question de la baisse des impôts. Et on se dit, bah oui, on veut lutter d'abord contre la baisse des dépenses publiques. Donc on n'est pas encore dans le registre de justification de la baisse des impôts. Sauf que, très rapidement, va arriver le principe énoncé par l'économiste américain Laffer, trop d'impôts tue l'impôt. Ça, qu'est-ce qu'on entend? Et on continue d'entendre, on continuera de l'entendre, et c'est la base de la politique fiscale de Macron. Trop d'impôts tue l'impôt. Ça, c'est une thèse dont Laffer lui-même dit, attendez, j'en ai parlé rapidement à la fin d'un repas, j'ai dessiné une courbe sur un bout de nappe, c'était comme ça. Il ne va pas jusqu'à dire qu'il était peut-être en état d'ébriété. Donc une discussion entre collègues, impôts, peut-être pour un pot de départ à la retraite, ou une promotion, etc. Et d'un coup, pof, la fameuse courbe de Laffer. C'est une courbe qui fait comme ça, et qui montre qu'au début, quand on augmente les taux d'imposition, bah, forcément les recettes fiscales augmentent. Vous passez les impôts de 15 à 20%, bah, l'État fait rentrer plus d'argent. Vous passez de 20 à 25, ça augmente, 25-30. Et puis l'affaire montre que progressivement, les impôts n'augmentent plus, enfin les recettes fiscales n'augmentent plus autant, puis elles stagnent et puis elles descendent. L'argument est simple, passez un certain niveau d'imposition, on décourage l'investissement des riches. Donc comme les riches n'investissent plus, oui, en réalité vous allez vous dire, mais radote, bah oui, puisque cette phrase elle revient tout le temps chez les économistes libéraux. Si on décourage l'investissement, on décourage la croissance. Si on décourage la croissance, il y a du chômage. S'il y a plus de chômage, il y a moins d'un revenu distribué. S'il y a moins de revenus distribués, il y a moins d'argent qui rentre dans les caisses de l'État. Donc, il faut réduire les dépenses de l'État et en même temps, il faut réduire les impôts.
Et on voit donc la double contrainte qui se met en place. C'est pas seulement réduire les dépenses publiques pour réduire le déficit budgétaire, c'est réduire les dépenses publiques au-delà du déficit budgétaire parce qu'il va falloir en même temps réduire les impôts. Et là, on voit donc bien comment, forcément, du coup, on se retrouve dans une situation où l'État va devoir rogner sur toute une série de dépenses. La question étant de savoir s'il faut rogner les dépenses de production de biens et services publics, ou alors rogner les dépenses de protection sociale, etc. Oui, comment tout à coup, dans les années 70, une fois qu'on a admis, bon, il ne faut plus d'inflation, il faut baisser l'impôt, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Sur quoi on va taper? Et c'est là que la thèse des effets pervers va être fondamentale. D'abord, ce que vont affirmer les économistes libéraux, c'est que lorsque l'État veut produire des biens et des services, il est toujours moins efficace que le privé. Pourquoi? Parce que, grosso modo, quand on lit ce que racontent les économistes, les raisonnements ne sont pas très élaborés. À la base, ces théories, elles vont venir de l'analyse de ce qui se passait dans le bloc soviétique. Et effectivement, certaines analyses du bloc soviétique montraient quelque chose, à raison. Hein, ce sont des travaux qui sont développés par un économiste qui s'appelle Janusz Kornai, et qui montraient que dans le système de planification, si on vous donne de l'argent et qu'on vous donne des objectifs, si vous réalisez vos objectifs avec moins d'argent que ce qu'on vous a donné, l'année suivante, on vous donne moins d'argent. Donc Kornai explique qu'avec ce système-là, forcément, les acteurs du service public sont obligés de dépenser tout leur argent pour parvenir à leurs objectifs, sinon ils ont peur qu'on leur donne moins d'argent pour faire plus d'objectifs. Oui, c'est ce qui se passe actuellement. C'est ce qu'on nous demande en permanence dans les services publics. Mais du coup, de là va naître l'idée que les services publics sont jamais efficaces. On gaspille. Dans le service public, on gaspille parce que c'est pas notre argent. Ah oui, tiens, c'est comme si on ne payait pas d'impôts. Enfin, je dis nous. Moi, oui, je suis payé par les impôts que je paye. C'est pas le serpent qui se mord la queue, c'est au contraire un cercle vertueux, de mon point de vue. Mais c'est un point de vue. Donc l'État est moins efficace. Si l'État est moins efficace pour produire des biens et des services publics, il faut qu'il passe la main au privé. Et ça, ce discours, il va être très important parce qu'il va justifier de lancer la privatisation de tout un ensemble de biens et de services publics, les transports, l'énergie, la santé, l'éducation, etc. Et pourquoi est-ce que ça c'est important? Parce que du coup, aussi, cette privatisation des services publics a ouvert tout des champs, je vais dire des terrains de jeu pour les investisseurs. Et notamment, ça a permis aux fonds de pension américains de trouver de nouveaux espaces d'investissement pour financer les retraites américaines. Comme tout se met en place progressivement, on a un système, et on voit bien comment tout vient des États-Unis. Donc, on se dit, il va falloir commencer à abandonner progressivement la production de biens et services publics qui va permettre de justifier les dépenses en disant, bah écoutez, autant le laisser au privé, comme ça il n'y a plus besoin que l'État prélève des impôts pour financer ça, puisque de toute façon il fait moins bien que le privé, laissons le privé faire, et puis on verra ce que les gens sont prêts à payer. Plutôt qu'ils payent des impôts, ils payeront directement. Mais du coup, on rompt totalement l'idée que, et oui, grâce à l'impôt, on finance tous les services publics en fonction de nos ressources, mais qu'on en bénéficie tous en tant que nous sommes citoyens. C'est ça, c'est cette rupture-là qui est fondamentale dans le processus de privatisation des biens et services publics. Et puis après, il va falloir s'attaquer aux dépenses de protection sociale. Et pour s'attaquer aux dépenses de protection sociale, il faut s'attaquer à l'ensemble du droit du travail. C'est-à-dire qu'il faut dire que si la protection sociale est associée en grande partie, notamment l'ensemble des frais liés à la retraite, au chômage, etc., à la maladie, l'ensemble de ces droits qui sont associés au travail, il va falloir montrer que ces droits ont un coût et que ces coûts ont un effet pervers. Pour protéger les travailleurs des risques qu'ils encourent, maladie, vieillesse, chômage, etc., on met en place un système trop coûteux qui génère du chômage. Et oui, parce que si le coût du travail est trop élevé, à cause de ces dépenses de protection sociale, alors les employeurs embauchent moins et ça génère du chômage. Mais comme ça génère du chômage, ça génère encore plus de dépenses de protection sociale. Pour financer ces dépenses de protection sociale, il faut augmenter le coût du financement, donc le coût du travail, et là on voit bien l'effet pervers. Et cet effet pervers, vous voyez, tout à l'heure quand je vous disais que Malthus, à la fin du XVIIIe, explique que ce sont les pauvres au chômage, qui créent des problèmes pour les pauvres qui travaillent, là on va nous expliquer quelque chose d'inverse. On va nous expliquer que
les chômeurs sont au chômage à cause des travailleurs qui travaillent et qui sont protégés. Et ça va se décliner de deux manières. D'abord, ça va se décliner en opposant le service public, les travailleurs, les fonctionnaires, le secteur public au secteur privé, en disant, regardez, dans le secteur public, les gens sont bien plus protégés, etc. Ils ont la sécurité de l'emploi. C'est un système qu'il faut abolir. Ça, c'est plus compliqué dans un pays comme la France d'aller contre ça parce que c'est le problème pour le néolibéralisme. Détruire les services publics quand vous avez déjà peu de fonctionnaires, ça fait moins de gens qui sont dans la rue. Dans un pays comme la France, ça fait beaucoup de gens qui risquent de se retrouver dans la rue, et en plus, ça fait beaucoup d'électeurs potentiels. Donc c'est assez complexe de s'en prendre comme ça de front au service public. Ce qui fait que, finalement, vous voyez, cette attaque sur les fonctionnaires, elle s'est faite très lentement, très progressivement, et on comprend mieux pourquoi le néolibéralisme a mis plus de temps à véritablement s'implanter en France. Et donc ça a conduit tout ça à la théorie des insiders et des outsiders. Termes anglais pour dire il y a ceux qui sont dans le marché du travail, un marché protégé, les fonctionnaires, les gens qui ont un CDI, etc. Puis de l'autre, il y a ceux qui sont à l'extérieur, les chômeurs, les précaires, ceux qui ont des CDD, etc. Et du coup, ça va conduire à quoi? Ça va conduire à dire que ce sont finalement les comportements des salariés qui génèrent des inégalités entre salariés et chômeurs. On est bien dans cette logique où le problème, ce n'est pas le capital qui détient le pouvoir, qui détient la capacité à créer de la richesse, mais c'est entre les pions qui génèrent de la richesse qu'on va faire redescendre les tensions. Et là, on a véritablement quelque chose d'intéressant parce que du coup, on va pouvoir construire, vous voyez, à partir d'un raisonnement économique, on va pouvoir construire un raisonnement d'ordre plus philosophique et moral. Pour dire que finalement, il est immoral que certains soient protégés quand d'autres ne le sont pas. Au lieu de dire qu'il est immoral que certains ne soient pas protégés quand d'autres le sont. Bien entendu, on aurait pu le tourner dans les deux sens. Et c'est là qu'on a vu un discours du patronat français se construire, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, quand même, Parisot. Quand le MEDEF, avec Florence Parisot, a commencé à essayer de justifier l'idée qu'il allait falloir aller vers un contrat unique de travail, qui ne soit pas le CDI, qui soit un contrat effectivement plus fragile, etc. Je ne sais pas si vous souvenez des arguments qu'elle avait annoncés, mais elle dit, mais oui, effectivement, le contrat de travail doit prendre en compte le fait que la vie est risquée, il y a des risques dans la vie. Les entrepreneurs assument des risques forts, ils font des investissements, ils travaillent, ça peut ne pas marcher, etc. Les salariés doivent assumer les risques. La vie est risquée, regardez, même l'amour c'est risqué. Oui, c'est vrai. On peut tomber amoureux, l'autre peut ne pas l'être. Ça, c'est le cas, on va dire, du chômeur qui a fait des études, puis qui ne trouve personne pour l'employer. Puis parfois, il y a rupture dans un couple. Oui, donc c'est tout à coup le chef d'entreprise qui a le cœur déchiré et qui doit se défaire d'un de ses, non pas salariés, mais collaborateurs, comme on dit aux gens. Donc on voit ici tout un travail qui va être fait, qui fait que il va falloir distiller progressivement l'ensemble de ces arguments dont on voit qu'ils sont très divers. On va toucher à plein de choses différentes, mais tout ça n'ayant finalement qu'un seul but, encore une fois, réduire les dépenses publiques pour pouvoir réduire les impôts. Alors, la question du contrat de travail, c'est avant tout une question de coût qu'il y a derrière et la manière dont ce coût alimente un ensemble de dépenses publiques, etc. C'est ça la principale attaque qu'il y a derrière. On s'en parlait du fait que, ça c'est un discours récurrent de néolibéral, mais même pas néolibéral, c'est un discours de base, libéral, bas du front, qui consisterait à dire que plus vous assistez les gens, plus ils ont envie d'être assistés. Autrement dit, la thèse suivant laquelle distribuer des minima sociaux invite les gens à rester, à vivre avec les minima sociaux. Très certainement, il y a plein de gens qui ont eu comme aspiration dans leur vie de vivre avec 587 € par mois, en disant « ouais, ça c'est la belle vie ». Je rappelle, et ça c'est quelque chose d'important, parce que là, quand on voit les sommes colossales qui sont dépensées pour faire la chasse aux mauvais chômeurs, pour faire la chasse aux mauvais bénéficiaires de minima sociaux, on sait que la fraude aux minima sociaux est équivalente à la masse financière qui correspond à ce que les gens qui ont droit aux minima sociaux ne demandent pas. Pourquoi s'emmerder à payer les sommes qu'on est en train de payer pour faire la course à ceux qui font de la fraude, sachant que ça peut déclencher du coup un phénomène qui fait que ceux qui y ont droit vont le demander. Pour arriver à quoi? Gagner quoi? Et là, on voit que finalement, c'est pas un argument économique qu'il y a derrière. C'est un argument purement moral. C'est un argument d'affichage. Pour dire à un moment, on fait la chasse aux profiteurs. Elle est là l'idée. Vous voyez, dans la chasse aux profiteurs, là, j'entendais ce matin,
c'est passé entre deux chansons de Johnny à la radio, une étude qui montre par exemple que le SMIC, on a attaqué les minima sociaux, on a attaqué le RMI, on l'a transformé en RSA, et maintenant c'est le SMIC qu'on attaque directement, en expliquant que le SMIC ne réduit pas la pauvreté. Ça, c'est l'argument très fort développé par Gilles Berset, notamment, qui est conseiller auprès du Prince depuis de nombreuses années. Il a produit de très nombreux rapports. Là, vraiment, Gilles Berset, c'est un économiste très impliqué dans la manière de transformer, de traduire la théorie économique en politique publique concrète. Et Gilles Berset expliquait, oui, le SMIC n'a pas d'impact sur le niveau de la pauvreté et du chômage. Alors si ça n'a pas d'impact, on n'a qu'à le maintenir. Si ça n'a pas d'impact, ok, ça ne la réduit pas, mais ça ne l'augmente pas non plus. Ouais, la manière dont on raisonne aujourd'hui, pourquoi s'attaquer au SMIC maintenant? On sait pourquoi est-ce que l'État, une partie de l'appareil d'État veut s'attaquer au SMIC, on est toujours dans cette logique de réduction en permanence du coût du travail, etc. Alors, quel est le discours de justice sociale qu'il y a derrière tout ça? On vient de voir qu'il y a quand même des arguments moraux qui sont avancés, etc. Et on entend régulièrement parler de justice sociale. J'entendais même là ce matin à propos du SMIC, oui, c'est une question de justice sociale. Je ne sais pas pourquoi. Les différentes réformes, c'est pour une question de justice sociale. C'est un terme qui est en permanence rebattu et dont on parle régulièrement pendant les campagnes électorales. Un tel veut faire une réforme qui serait plus juste, un autre une autre réforme qui serait plus juste. Mais, je ne sais pas si vous avez remarqué, jamais aucun candidat ne nous explique ce qu'il entend par justice sociale. Comme si nous avions tous une conception partagée de la justice sociale, comme si on avait tous la même chose en tête. Alors effectivement, nous avons tous des intuitions communes sur ce qu'est la justice sociale. Et nous avons tous des intuitions communes qui sont liées notamment à notre histoire républicaine. Il y a, par exemple, je pense, au fond de chacun d'entre vous, dans cette salle, au moins une petite partie de vous qui réagit lorsqu'on parle de mérite. Et qui se dit, oui, dans les principes de justice sociale qui sont importants dans la République, attention, je ne m'adresse pas à cette partie de vous qui se dit, oui, mais le mérite, ça ne marche pas dans notre société. Je m'adresse à cette partie de vous qui se dit, oui, c'est vrai quand même que le mérite est, entre autres, un des éléments qui doit permettre de déterminer la répartition des richesses. Ça fait partie des choses dont on a hérité de notre histoire républicaine. Après, une fois qu'on a passé ça, l'histoire de la méritocratie, et ce qui est au cœur, encore une fois, de la République, de l'école de la République, la manière justement de permettre de la mobilité sociale, etc. Une fois qu'on sort de ça, c'est pas forcément très très clair ce qu'on entend par justice sociale. Par justice sociale, du coup, on entendrait que si la méritocratie c'est important, du coup, ce qu'on a, on le mérite par notre travail, donc le travail est en même temps l'un des fondements qui nous permet de justifier qu'on acquiert des choses, etc. Mais du coup, on le voit dès qu'on commence à discuter de ça. D'accord, le travail nous permet d'accéder à des ressources, mais quel est le niveau légitime jusqu'auquel on peut prétendre? Pourquoi est-ce que quelqu'un gagne 1 200 € par mois et quelqu'un d'autre gagne 120 000 € par mois? Et là, quand on commence à réfléchir à ça, c'est un peu complexe. Puis on se dit, le travail, c'est important pour justifier ce qu'on a, c'est normal qu'on ait les fruits de notre travail. On est à peu près tous d'accord là-dessus. Et en même temps, on se dit, bon, il est en même temps normal que je puisse léguer ça à mes enfants. Ouais, mais en même temps, mes enfants, ils n'ont pas travaillé pour mériter ça. Alors, jusqu'où suis-je légitimement me dire qu'il est normal que je donne ce que j'ai obtenu dans ma vie à mes enfants? Parce qu'en même temps, si je me dis, ok, moi je peux laisser un peu d'argent à mes enfants, mais il y a des gens qui ne pourront rien laisser à leurs enfants. Est-ce que pour autant, leurs enfants méritent moins que les miens? En même temps, si je commence à me dire, et il y en a qui vont avoir beaucoup plus. Et est-ce que c'est légitime? Et quand on commence à s'interroger, il y en a qui gagnent beaucoup plus que moi, il y en a qui vont laisser beaucoup plus que moi à leurs enfants, et qu'on commence à se poser la question des écarts qui sont légitimes. Et donc finalement, ce qu'on a peut-être tous en commun, c'est que, et c'est ce qui caractérise la justice sociale moderne, contemporaine, on est tous d'accord sur le fait que rechercher l'égalité n'est pas une fin en soi. Et on est tous d'accord sur le fait que l'égalité, par exemple, le principe de l'école des femmes, on met la même note à tout le monde, à ceux qui chantent faux comme à ceux qui chantent juste, on sait que ça c'est un principe avec lequel on est moyennement d'accord. Voilà. Autrement dit, on n'est pas tous d'accord sur l'idée qu'il faut qu'on ait tous la même chose. Mais en même temps, on pense qu'on a un fondement égalitaire dans nos approches de la justice sociale. C'est pas pour rien qu'on a ça au fronton de nos mairies,
Et on sait qu'on est attaché à cette idée d'égalité, de liberté, et la fraternité, bon, on ne sait plus très bien avec qui on est fraternel, etc., mais on sait que c'est quand même quelque chose d'important. Alors on va voir que du coup, il y a plusieurs manières d'aborder ces questions de justice sociale. Et pour aborder ces différentes questions de justice sociale, il faut discerner les différentes étapes de notre vie sociale, du jeu social sur lesquelles on peut réfléchir. Ouais, on peut au moins en distinguer 3. Nous partons tous avec des conditions initiales, et nous allons jouer un jeu social. Ces conditions initiales, ce sont des ressources financières, culturelles, morales, etc. Tout un ensemble de choses qu'on va pouvoir activer pour aller jouer le jeu social. Le jeu social, aujourd'hui, c'est essentiellement le marché. L'éducation, enfin on va passer par l'éducation, par l'école, on va passer des concours ou pas, puis on va aller sur le marché du travail, et puis au bout, on a un résultat. Et donc on peut se poser des questions de justice sociale sur ces 3 niveaux. Ce qui a longtemps caractérisé le néolibéralisme, enfin pardon, pas le néolibéralisme, le libéralisme, et je dirais d'une certaine manière, ce qui a caractérisé le consensus d'après-guerre. C'est-à-dire qui a débordé la question de la droite et de la gauche, et qui est libéral au sens large du terme. C'est-à-dire qui correspond à une société d'hommes libres, et qui fait de la liberté une vertu cardinale. C'est ce qu'on peut appeler le consensus utilitariste. L'idée, c'est que une société, pour être juste, doit déjà mettre en œuvre tout ce qui est nécessaire pour que la population, c'est rien, on va voir, on va voir que ces questions de justice sociale renvoient à chaque fois des intuitions qu'on a tous en commun. Bah oui, le but d'un gouvernement, c'est quoi? C'est de permettre aux gens d'être heureux. Et c'est vrai que vous n'aurez aucun candidat qui se présentera en disant « moi je veux que les gens soient malheureux ». Donc c'est un principe plutôt partagé. Ça c'est le principe de base de l'utilitarisme, obtenir le plus d'utilité possible pour le plus grand nombre. Et on peut dire qu'à bien des égards, les 30 Glorieuses correspondent à ça. C'est-à-dire l'amélioration du bien-être matériel pour l'essentiel de la population, accès à la propriété, la plupart du temps, de petits logements, l'accès à l'équipement électroménager, etc. Et cette doctrine utilitariste conduit à un objectif légitime qui est celui de la maximisation du produit intérieur brut par habitant. On peut dire que grosso modo, il y avait un accord, une sorte de consensus mou après la Seconde Guerre mondiale autour de cette idée. Consensus mou d'autant plus légitime que on sort, alors c'était le cas dans tous les pays industrialisés, on sort de la guerre, d'une période de privatisation, de privation, pas de privatisation, au contraire, on va nationaliser. Une période de forte privation, de tensions internes très fortes au sein de la société française. Il va falloir réussir à dépasser tout ça. C'est la reconstruction derrière, la mise en place de l'État-providence, etc. Et il va falloir produire. Et on va d'ailleurs investir pour produire dans l'agriculture parce que le premier objectif, ce sera de nourrir la population, de construire du logement, puis après de lui construire des frigidaires, de lui construire des voitures, etc. Et on va être là dans une logique qui effectivement correspond à cette phase de développement de la consommation de masse. Mais en même temps, cette doctrine utilitariste qui remonte grosso modo fin 18e, début 19e siècle. Elle naît en Angleterre avec un auteur qui s'appelle Jeremy Bentham, qui explique que une société moderne, c'est normalement ça qu'elle recherche, le plus grand bonheur de sa population. La spécificité de l'utilitarisme décliné comme ça, c'est que là on est dans un utilitarisme très matérialiste. Et les utilitaristes savent, depuis longtemps, que leur doctrine, pour autant qu'elle soit intuitive, il est difficile d'être contre l'idée qu'on aura tous plus de bonheur, pour autant, malgré ces intuitions, la doctrine utilitariste, c'est qu'elle pêche à certains égards. Et en particulier, à partir du début des années 70, de nombreux auteurs vont s'attaquer à la théorie utilitariste en rappelant un phénomène essentiel. C'est que l'utilitarisme, en se focalisant sur les résultats, tente à faire de la fin, tente à promouvoir l'idée que la fin justifie les moyens. Et si on commence à dire oui, mais en même temps la fin est légitime, etc., la question c'est celle des moyens, notamment du jeu social et des conditions initiales dans lesquelles on va jouer ce jeu social. Et en particulier, ce que vont souligner de nombreux philosophes, c'est que l'utilitarisme peut être confronté à un dilemme. Voilà. Supposons qu'on a une population composée d'un groupe 1, d'un groupe 2. Le groupe 1 est un groupe dominant. Et on fait une vaste enquête pour savoir quelle est l'utilité, la satisfaction que les gens éprouvent. Et on leur demande de donner des points. Ouais. Vous ne demandez pas comment, peu importe. L'idée est relativement simple. C'est comme si on devait noter. Plutôt que de dire oui, non, on note.
Et par exemple, je note, je suis du groupe 1, je bénéficie de la ségrégation, donc je vais donner une note à la ségrégation, et puis on me propose la non-ségrégation raciale. On constate quoi? Que, en cas de ségrégation raciale, le groupe 1 a une satisfaction de 250 et le groupe 2 une satisfaction de 0. En cas de non-ségrégation, le groupe 2, bah oui, va avoir de la satisfaction, 250, mais le groupe 1 va ressentir une satisfaction négative. C'est pas seulement qu'on revient à 0, si c'est la fin de la ségrégation. Et ça, on peut l'imaginer d'autant plus dans le cadre de la théorie utilitariste qu'on souffre souvent beaucoup plus de ce qu'on nous retire que de quelque chose qu'on n'a jamais eu. Ce qui explique que les gens qui subissent la ségrégation ont une utilité de 0 et n'ont pas une utilité négative. Ils n'ont jamais été dans une situation de non-ségrégation, ils ne savent pas ce que c'est, donc on y accorde moins de valeur. Mais par contre, comme l'explique la théorie utilitariste, nous souffrons toujours quand on nous retire quelque chose. Beaucoup plus que si on n'avait jamais eu cette chose-là. Et donc on passe à une utilité négative de moins 100. Si je suis chef d'État utilitariste, je regarde cette situation, je vois que dans un cas j'ai une satisfaction sociale de 250 et de l'autre une satisfaction sociale de 150. Quelle est la situation que je vais choisir? Le maintien de la ségrégation raciale. Donc c'est pas seulement un cas de figure, cette question-là. C'est une question fondamentale pour les utilitaristes parce que du coup, un utilitariste libéral sera-t-il prêt à sacrifier l'égalité de droit au nom de l'utilité sociale? Et bien entendu, la réponse de tous les utilitaristes, c'est libéraux, c'est non. Dans ce cas-là, le principe qui va prévaloir, c'est l'égalité des droits. À quoi répondent les autres philosophes, ton utilitariste? Mais alors, dans un cas, vous avez un critère, dans l'autre, vous en avez un autre. Comment peut-on savoir dans quelles circonstances vous allez utiliser un critère plutôt que l'autre? Et là, on est confronté à une situation complexe pour une théorie de la justice. C'est comment est-ce que je fais quand j'ai deux critères de justice qui sont contradictoires l'un à l'autre? Dans quel cas est-ce que je vais en privilégier un ou l'autre? Et ce genre de discussion va conduire, dans les années 70, à un rejet massif par les philosophes de la théorie utilitariste. Et à ce moment-là, on va avoir donc des débats, et grosso modo, on a trois grandes branches de la philosophie qui vont... Enfin, trois grandes branches de la philosophie. Trois grands courants philosophiques qui vont reposer les questions de justice sociale. Le premier courant, c'est celui qui a donné naissance au néolibéralisme. C'est ce qu'on appelle le courant libertarien. On connaît pas, on n'a pas de libertariens en France, on n'en connaît pas. Il y en a aux États-Unis depuis les années 70, il y a des philosophes libertariens, il y a des candidats libertariens aux élections aux États-Unis, au Canada, les Canadiens connaissent aussi des libertariens. Alors pour le dire simplement, les libertariens considèrent que la seule chose importante, ce sont les conditions initiales dans lesquelles nous jouons le jeu. Peu importe le résultat du jeu. Ce qui est important, c'est que nous jouions tous le jeu en partant de la même situation. Et cette situation, c'est une situation d'égalité de droits. Et surtout de respect de l'ensemble de nos droits naturels. Ce qui est très intéressant, c'est que ces philosophes vont aller chercher au XVIIIe siècle des auteurs comme John Locke pour dire ce qui est important, c'est de respecter, par exemple, la liberté que nous avons à travailler. Nous sommes des êtres vivants, nous devons assurer notre subsistance librement, en tant qu'être autonome, libre, responsable. Ouais, ça vient taper dans nos intuitions à tous. Oui, être autonome, libre, responsable, on veut tous faire. Pouvoir être autonome, libre et responsable pour produire nous-mêmes de quoi satisfaire nos besoins, aller travailler, faire rentrer un salaire, se nourrir, nourrir notre famille, c'est ce à quoi la plupart d'entre nous aspirent. Ok. Et donc, du coup, les libertariens vont dire, ce qui est fondamental, c'est que le droit de travailler, la liberté du travail est une liberté fondamentale, consubstantielle de l'homme. Il ne peut pas y avoir d'homme libre s'il n'y a pas de liberté du travail. Et cette liberté du travail doit forcément s'accompagner de la liberté de s'approprier les fruits de notre travail. Ce qui, encore une fois, vous voyez, nous renvoie à la question de, bah oui, effectivement, c'est logique de pouvoir s'approprier ce que j'ai travaillé. Je cultive un champ, il pousse des carottes, c'est normal que ces carottes soient moi qui les ramasse et pas quelqu'un d'autre. Voilà, on est en train de réfléchir à ces choses qui sont très intuitives. Mais, du coup, les libertariens vont dire, tout prélèvement sur les fruits de notre travail, par exemple sous la forme d'un impôt, est une violation de notre droit naturel. Voilà, on a un argument très fort pour les libertariens, c'est que l'impôt est une violation du droit naturel. Et vous voyez comment ça, ce discours philosophique-là, va venir compléter l'ensemble de l'édifice qu'on a vu progressivement se mettre en place. On a des arguments économiques qui sont très différents, très variés, qui justifient que non, il faut baisser les impôts, etc. Mais là, on va avoir en plus un courant philosophique plutôt fort aux États-Unis
qui n'a pas de forte représentativité, on va dire, politique. Mais c'est sur ce courant libertarien que va s'appuyer par exemple Reagan. Les grands auteurs libertariens sont des auteurs comme Nozick, comme Hayek. Hayek, hein, c'était l'auteur de chevet de Reagan, enfin non, Reagan ne le lisait pas, mais de Thatcher. Hein, Thatcher, dans sa biographie, dit qu'elle avait 2 livres de chevet, 2 auteurs de chevet, c'était Hayek pour la philosophie libertarienne et Milton Friedman pour la théorie économique. Friedman, c'est celui qui incarne le mieux toute la théorie économique qu'on a vue là. Et on voit donc hein, oui, cette collusion d'arguments hein, qui tous ensemble vont conduire à dire, bah voilà, ce qui est important, c'est qu'il faut supprimer l'impôt parce que ça vient violer notre liberté naturelle. Et finalement, pourquoi est-ce que l'État, si moi j'ai fait des efforts, si je me suis battu pour obtenir ce que j'ai obtenu, quelle est la légitimité de l'État à venir me prendre ce que je me suis battu pour obtenir, pour le donner à quelqu'un qui lui ne se bat pas? Vous voyez comment ça va s'articuler à tout le discours sur l'assistanat, etc. Tout ça, ça va ensemble. Alors, les libertariens sont pour toutes les libertés. Au moins, il faut avoir ça en tête, ce sont des libéraux parfaitement cohérents entre eux, parce que souvent on se rend compte que le discours libéral, il est souvent très libéral d'un point de vue économique, d'un point de vue social, mais rarement d'un point de vue sociétal. Par exemple, c'est rarement la droite libérale qui va défendre le mariage pour tous, l'égalité de droit pour les homosexuels, etc. C'est rarement la droite libérale qui va plaider pour la libéralisation de la consommation de stupéfiants, etc. C'est-à-dire qu'on a en même temps un discours social et politique et juridique très libéral, mais en même temps, social et politique très libéral, hein, plus de droits, etc., mais pas dans le domaine sociétal. Les libertariens sont cohérents. Il y avait un libertarien aux États-Unis, très marrant, pendant la dernière campagne, enfin la précédente campagne, pour la deuxième élection d'Obama, j'allais regarder de temps en temps ses vidéos. Bon, tous les jours, il testait une bière artisanale différente, hein, pour faire la promo de l'économie locale. Il était dans sa cuisine, là, tranquille. Et lui, il expliquait que son électorat de base, c'était un couple homosexuel qui fait pousser sa marijuana et qui a des armes. Voilà. Là, on était dans l'idée, voilà, moi je défends toutes les libertés. Et chef d'entreprise. Voilà. Voilà la grande idée des libertariens. La particularité de ces libertariens, par contre, et ça il faut bien l'avoir en tête, c'est qu'eux vont rompre totalement avec l'idée, alors pour eux bien entendu le marché est un espace de liberté, etc. On ne va pas revenir dessus, on en a déjà parlé à plusieurs reprises. Par contre, eux, ces libertariens, ils sont cohérents parce qu'ils ne nous vendent pas un truc qu'ils n'ont pas en stock. Et j'avoue que c'est pour ça que j'ai une certaine sympathie pour un auteur comme Hayek, par ailleurs détestable. Hein. Hayek, en 81, interviewé par un journal chilien, dit on est bien au Chili. Oui, pour lui, ça correspondait finalement à une société qui n'était pas si éloignée de ce dont il rêvait. Hein. C'était pas dramatique. Mais ce que j'aime bien chez Hayek, c'est qu'il est honnête. Hayek, il dit, une fois qu'on nous aura donné à tous les mêmes droits, quand on va aller tous jouer sur le marché, il va se passer sur le marché des choses qui vont heurter notre conscience. On va avoir des gens qui vont faire beaucoup d'efforts, qui vont prendre beaucoup de temps pour faire des études, qui vont se sacrifier pour l'instant. Ça ne marchera pas. Ils n'y arriveront pas, ils seront du mal à trouver du travail, ils échoueront dans leur vie, etc. Il y a des gens qui ne vont pas faire grand-chose, ils vont toucher le pactole. C'est injuste. Mais c'est comme ça. Voilà l'argument d'Hayek. Hayek va nous dire, le marché ne produit pas de la justice sociale. La seule justice qu'on peut avoir, c'est une justice dans la répartition des droits, l'égalité de droits. Après, c'est un mirage de croire qu'on peut avoir une société dans laquelle chacun aura ce qu'il mérite. Et Hayek va développer de nombreuses pages dans lesquelles il dit, la justice sociale est un mirage. Donc un vrai libertarien ne parlera pas en réalité, et là ça a été jusque-là un abus de langage que j'ai fait, un véritable libertarien ne parlera pas de justice sociale. Il dira qu'il va y avoir une justice qui correspond à l'égalité de droits pour chacun d'entre nous, mais ensuite, il n'y a pas de justice sociale. Alors vous me direz, mais du coup, pourquoi est-ce qu'ils sont contre l'intervention de l'État pour redistribuer? Parce que du coup, si c'est injuste le résultat, on va vous dire, le problème, c'est que si l'État veut redistribuer pour corriger un peu ce qui s'est passé sur le marché, il va devoir prélever un impôt, et en prélevant un impôt, il va nous prendre des libertés. Et Hayek va dire, moi je préfère une société injuste d'hommes libres qu'une société plus juste d'hommes non libres. Et là, on va avoir vraiment chez Hayek l'utilisation de toutes les contradictions potentielles de l'utilitarisme qui voudrait éventuellement redistribuer, plus de bonheur pour tout le monde, mais qui peut violer les libertés, etc. Et là, on a un argument très important qui se met en place. Alors, j'ai pourquoi très important? Parce que j'espère que vous repérez dans tout ce que j'ai dit jusque-là des éléments de discours qu'on trouve parfois pas tous en même temps chez le même candidat. C'est ça qui est intéressant. Mais dispatchés chez plusieurs candidats. Bon, après, quand vous regardez la majorité présidentielle, à mon avis, vous avez un peu tous les arguments qui se retrouvent, puisque on est vraiment dans cette logique-là, actuellement. Il y a un auteur qui va contester cette perspective, c'est John Rawls. John Rawls est un auteur, hélas, très peu connu en France,
très peu lu. Parce que le problème de Rawls, c'est que il a commencé à écrire dans les années 70, on a mis beaucoup de temps à le traduire en France, et on a mis beaucoup de temps à le traduire en France parce que dans les années 80, ce qui domine, c'est plutôt dans les universités, en philosophie, en sociologie, et il y avait même quelques économistes de gauche. Donc, grosso modo, c'était la gauche qui tenait bien les universités, le débat intellectuel, et les intellectuels de gauche français, qui ont la particularité, comme quasiment tous les Français, de ne pas lire l'anglais, n'ont pas lu Rawls. Ils ont attendu qu'il soit traduit. En fait, il a fallu attendre qu'un prof de philo qui travaillait à l'époque, je crois, au Pont des Chaussées, Jean-Pierre Dupuis, dans une grande école, il est allé à Stanford faire des cours, lui il parlait anglais, il a découvert John Rawls, il a fait revenir l'œuvre de John Rawls, tout à coup on s'est dit, ah oui, mais peut-être que John Rawls n'est pas autant un auteur libéral qu'on le pensait. Alors pourquoi est-ce que John Rawls a été considéré comme un libéral? Parce que Rawls est d'accord avec les libertariens. Enfin, on a l'impression qu'il est d'accord avec les libertariens. Il pense que ce qui est fondamental, c'est que nous soyons tous égaux en liberté. Mais Rawls a une démarche très différente de celle des libertariens. Il va dire, les questions de théorie de la justice ne sont pas des questions limitées aux philosophes. Nous pouvons tous réfléchir aux questions de justice sociale. Il va dire, il faut que chacun d'entre nous se mette dans une situation hypothétique qu'il va appeler le voile d'ignorance. Imaginons tous que nous ne sachions pas à quelle époque nous sommes nés, dans quel pays, de quel genre, dans quelle caste, dans quelle ethnie, dans quel groupe social, etc. Imaginons que nous ne sachions rien de ce que nous sommes en tant que personne, puisque c'est tout ça qui nous caractérise en tant que personne. Imaginons ça. Et dans cette condition, posons-nous la question des injustices, des inégalités qui nous sembleraient inacceptables. Sous voile d'ignorance, si je ne suis pas que je suis un homme, est-ce que j'accepterais aussi facilement l'idée que les femmes gagnent moins que les hommes? Si j'étais né dans une banlieue périphérique, dans laquelle les chances de réussir à obtenir le bac, à réussir une classe préparatoire, des concours, à trouver un métier derrière, etc., est, on va dire, 20 fois plus faible que si je suis né en centre-ville, est-ce que je trouverais ça normal, etc. Et Rawls va donc dire que dans ces conditions, si nous nous mettons tous dans ces conditions, nous pouvons donc réfléchir à l'ensemble de ce qu'il va appeler les biens premiers qui nous sont tous nécessaires. Et Rawls va dire que les premiers biens qui nous sont nécessaires, ce sont d'abord des droits. Mais des droits que nous pouvons véritablement exercer, les droits d'accès à l'éducation, etc. Donc en réalité, et c'est pour ça que les Français on se sont entendus, bon, bah, c'est un libéral, il est pour l'égalité des droits. Oui, mais en réalité, Rawls était pour l'égalité des droits d'un point de vue très élargi. Il entend par droit l'ensemble des droits et libertés qui nous sont indispensables pour que nous ayons tous la même chance de mener une vie socialement digne, socialement acceptable. Et que nous ayons tous ensuite la même chance de réussir dans le jeu social. Et du coup, Rawls a aussi été beaucoup critiqué à cause de ce qu'il appelle le principe de différence. Il a donc deux grands principes dans sa théorie de la justice. Il faut que nous ayons tous une égalité dans nos biens premiers. Et si nous devons accepter des inégalités, c'est à une seule condition. Il faut... Attention, c'est contre-intuitif dans la formulation, mais dès qu'on y réfléchit, ça devient intuitif. Rawls va dire les inégalités sont acceptables si elles sont à l'avantage des plus démunis. Mais les plus démunis sont ceux qui souffrent des inégalités. En fait, ce que Rawls veut dire, c'est que nous pouvons accepter des inégalités, par exemple des inégalités de revenus. Si ces inégalités de revenus poussent certains à faire plus d'efforts, pour faire plus d'études, pour gagner plus d'argent, et que ce plus d'argent génère plus de croissance, plus d'emplois, etc. Ou alors plus d'impôts, plus de recettes fiscales pour financer des dépenses publiques, etc. Ce que Rawls va expliquer, c'est que les inégalités sont un moteur aussi pour chacun d'entre nous. Mais donc on peut accepter les inégalités qu'à condition qu'elles soient bénéfiques à ceux qui sont dans la plus mauvaise situation. C'est-à-dire que les inégalités dont jouissent les plus favorisés viennent en retour favoriser les plus démunis. Et là où c'est intéressant, c'est que Rawls, finalement, est bien moins libéral qu'on l'imagine. Pourquoi est-ce que les Français ont cru que du coup Rawls était libéral? Parce qu'ils se sont dit, bah voilà, c'est la justification à tout ce qu'on entend. Et effectivement, on pourrait se dire, bah finalement, Rawls nous explique la même chose que la thèse de l'effet de ruissellement que Macron utilise pour justifier la baisse des impôts sur les hauts revenus. Il faut plus d'inégalités, parce que ça ne sert à rien. Baisser les impôts sur les hauts revenus, ça veut dire accepter une augmentation des inégalités, parce que les riches, dont on a déjà parlé, qui sont bien intentionnés, comme le disait Bruno Le Maire, apparemment, on va attendre les résultats, mais
Ce que vont faire les riches avec les baisses d'impôts, c'est qu'ils vont tout de suite aller investir dans les PME. Hein. C'est ce que Bruno Le Maire a expliqué au moment de la discussion sur le projet de loi à l'Assemblée. Apparemment, les riches se réveillent tous les matins en disant bon sang, si je payais moins d'impôts, j'irais investir dans les PME du coin. Bon, on va voir ce que ça va donner. Imaginons. Je dis imaginons. Pourquoi? Parce que, comme Rawls le rappelle, ce principe de différence, nous devons l'éprouver dans les faits. C'est-à-dire, lorsque nous acceptons des inégalités, constatons-nous, oui ou non, qu'elles sont bénéfiques aux plus démunis. Or, ce que nous montre, et ça, parfois les économistes sont honnêtes, hein, en l'occurrence, les économistes de l'OCDE ont été honnêtes, du FMI ont été honnêtes, la baisse des impôts proposée par Macron ne peut en aucun cas, la théorie économique et les études économiques actuelles ne peuvent justifier cette baisse des impôts au nom d'une croissance et d'une création d'emplois à venir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les travaux faits par les économistes sur les chiffres au cours des 20 dernières années, dans toute une série de pays développés, montrent que les baisses d'impôts n'entraîneront pas une croissance génératrice d'emplois, de réduction de la pauvreté, de réduction des inégalités dans les 20 ans qui viennent. Et là, on a quelque chose d'intéressant, parce que Rawls nous dit que c'est par l'expérience qu'il faut savoir si on accepte ou non des inégalités. Et ce qui veut donc dire que, là on a quelque chose d'important, c'est qu'on peut avoir des principes de justice sociale, et en même temps appliquer ces pratiques régulièrement à la politique économique, aux politiques publiques qui sont mises en œuvre, et puis voir ce que ça donne. Et ça conduit Rawls même, à la fin de sa vie, pour bien clarifier les choses, dire non, je ne suis pas libéral. Il y a une question fondamentale qui se pose, c'est, puisque Rawls pense qu'il y a tout un ensemble de droits fondamentaux qu'on doit tous avoir à l'égalité, on sait qu'il y a le droit de propriété dedans. Et Rawls va être obligé de préciser, il va dire oui, je suis pour le droit de propriété des fruits de notre travail, lorsque le fruit de notre travail nous permet de nous acheter un logement, une voiture, de l'électroménager, etc. En revanche, Rawls explique que la propriété privée des moyens de production, de la terre, des machines, du capital, des usines, des ressources, des matières premières, etc., cette propriété privée des moyens de production doit être soumise à l'interrogation sur le principe de différence. Est-ce que l'inégalité dans la propriété des moyens de production se justifie parce qu'elle est meilleure, elle améliore les conditions de vie des plus démunis? Les études économiques aujourd'hui ne nous montrent pas que la propriété privée des moyens de production génère une amélioration des conditions de vie des plus démunis. D'ailleurs, si on regarde bien ce qui s'est passé en 2007, libéralisation absolue des marchés financiers, accumulation de propriétés privées d'actifs financiers, crise et qui paye nous. Enfin, un troisième point pour conclure, un troisième auteur dont je voulais parler rapidement, c'est Amartya Sen. Amartya Sen est un auteur qui, de mon point de vue, est l'auteur que nous pouvons aujourd'hui mobiliser pour développer une véritable critique sociale approfondie. Pourquoi? Parce que Amartya Sen nous explique que ce n'est pas sur les conditions initiales, sur le résultat qu'il faut réfléchir. C'est sur toutes les étapes de notre vie sociale qu'il faut réfléchir à chaque fois. Pourquoi? Et c'est là une thèse très importante d'Amartya Sen et qui permettrait, en tout cas que moi j'utilise en tant que chercheur comme contre-argument face aux politiques qui sont menées aujourd'hui. Il ne suffit pas de distribuer des ressources aux gens pour qu'ils arrivent à s'en servir. Ce qu'Amartya Sen va montrer, c'est que donner les mêmes ressources à différentes personnes, elles n'arriveront pas à en faire la même chose. Elles n'arriveront pas à en faire la même chose, non pas comme les libéraux nous l'expliquent, parce que nous avons tous des capacités intellectuelles, physiques, etc., qui seraient différentes. Non, Amartya Sen va expliquer que les inégalités dont nous souffrons dans la distribution des revenus, nous en souffrons aussi dans la manière d'utiliser nos revenus. Ce qui veut dire que même si on avait une égalité de ressources, si on nous donne à tous les mêmes droits, nous ne sommes pas tous capables de les utiliser de la même manière. On a un bon exemple, on a encore aujourd'hui, heureusement, un service public d'éducation. Or, on sait que dans ce service public d'éducation, il existe, après le baccalauréat, des classes préparatoires qui permettent d'étudier dans de bien meilleures conditions, dans lesquelles on affecte des sommes par étudiant qui sont entre 5 à 10 fois supérieures à ce qu'il y a dans les universités. Donc on met de gros moyens sur ces étudiants, qui leur permettent ensuite d'accéder aux grandes écoles, etc. Or, il se trouve que les classes préparatoires sont majoritairement utilisées par des catégories sociales qui auraient les moyens de se payer des écoles privées. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que ça veut dire que même lorsqu'on donne des services publics, nous n'avons pas tous les mêmes capacités à utiliser ces services publics pour générer de la mobilité sociale, pour réduire les inégalités, etc. Et Amartya Sen nous invite à nous interroger sur toutes les inégalités. Et je conclurai du coup sur des inégalités qui, en tout cas, moi, me tiennent plus à cœur, sont les inégalités de genre. Et on va voir ici, avec un exemple très simple, comment les inégalités se reproduisent.
Ici, je mets inégalité de genre, ça pourrait être des inégalités territoriales. Hein. On pourrait remplacer femme, ici, dans cet exemple-là, on pourrait remplacer femme et jeune fille par jeune issu d'un quartier défavorisé, jeune avec un prénom qui ne marche pas bien, dans les recrutements, machin, etc. Ce serait la même chose. Il y a une inégalité dans la distribution des revenus. Ce qui va caractériser donc les ménages pauvres, c'est qu'ils ont plus de contraintes que les autres lorsqu'ils vont faire des choix dans l'utilisation de leurs ressources. Et notamment de savoir si, dans la famille, on va investir dans l'éducation des enfants. Première question, fondamentale. Et si on investit dans l'éducation des enfants, est-ce qu'on investit prioritairement dans l'éducation des garçons ou des filles? Compte tenu, alors là ce sont des exemples que je prends dans les pays en développement, mais qu'on retrouve dans de nombreuses configurations en réalité. Si bien entendu on est dans une logique de culture de domination masculine, les femmes ont une capacité de négociation plus faible que le mari dans la négociation, dans l'utilisation des ressources de ménage. Donc on a des ressources qui sont contraintes de l'extérieur, il faut donc faire des choix contraints, et une partie des membres du ménage a des contraintes encore plus fortes que l'autre partie des membres. Si en plus on rajoute le fait que les femmes sont moins bien payées que les hommes, les femmes ont moins de pouvoir de négociation dans l'utilisation des ressources du ménage, parce qu'elles rapportent moins que l'homme à la maison. Sans parler du fait que la plupart du temps, bien souvent, les femmes exercent en plus des activités productives qui ne sont pas rémunérées. Travail, lessive, courses, charge de stress du ménage, machin, etc. Tous ces trucs-là ne sont pas rémunérés. Autrement dit, on a un travail qui est plus faiblement rémunéré, qui donne moins de pouvoir à l'intérieur du ménage. Et c'est ça qui permet de comprendre que dans beaucoup de pays en développement, eh bien, de plus faibles ressources sont affectées à l'éducation des filles. Bon, en plus, je vous laisse de côté le fait qu'on ne va pas investir dans l'éducation d'une fille qui va se marier, qui va partir avec un autre homme dans une autre famille, etc. Bon, ça, c'est un des arguments forts. Et du coup, on voit ici, alors bientôt vous direz, oui, mais c'est un exemple pris dans les pays en développement, parce que c'est l'exemple qu'on utilise, qui est le plus didactique, mais en fait qu'on peut retrouver dans plein d'éléments dans les pays riches. Du coup, ici, le fait qu'on affecte de plus faibles ressources dans l'éducation des jeunes filles va se justifier, on vient de voir. La mère a un pouvoir de négociation plus faible parce qu'elle gagne moins d'argent, mais en plus, il est d'autant moins intéressant d'investir dans l'éducation de la fille qu'elle sera moins payée que le garçon. Donc c'est un investissement moins rentable d'investir dans l'éducation d'une fille. Conclusion, on a une baisse des ressources affectées à l'éducation des jeunes filles, et ces jeunes filles, du coup, accèdent à des métiers pour lesquels elles sont moins bien rémunérées que les hommes. Ce qui fait que comme elles sont moins bien rémunérées que les hommes, elles ont par la suite moins de pouvoir de négociation dans leur couple une fois qu'elles deviennent des femmes en âge de se marier, etc. etc. Ici, ce qui est important et ce qui est à mon avis très intéressant chez Amartya Sen, c'est qu'on voit comment les inégalités s'entretiennent les unes les autres. Ce qui est intéressant, c'est que je vois que moi, en tant qu'étudiant, quand j'étais jeune, il y a bien longtemps, j'ai encore été formé dans une université dans laquelle, même dans des études d'économie, on faisait de l'histoire, de la sociologie, et ce genre de discours, parce que pour beaucoup d'entre vous, c'est une évidence. Ça, ce n'est plus du tout une évidence. Ce n'est plus enseigné aux étudiants. La sociologie des inégalités, qui montre comment les inégalités se reproduisent les uns les autres, ça n'est pas enseigné. Et surtout, ça n'est pas enseigné à qui? Aux économistes. Ce qui caractérise les économistes aujourd'hui, c'est qu'ils ne font plus d'histoire. Inutile de savoir ce qui s'est passé avant, la seule chose qui est intéressante, c'est de savoir ce qui se passera maintenant une fois qu'on appliquera la théorie économique. Ils ne font plus d'histoire des idées, car comme le dit très bien notre prix Nobel d'économie Jean Tirole, ça sert à quoi d'enseigner les idées des autres, puisque nous on a raison aujourd'hui. Inutile d'enseigner des idées fausses d'avant, le principe de base qu'on avait tous appris à l'école, le principe scientifique de Bergson, le doute, un scientifique normalement il doute, non, Tirole nous dit ça sert à rien de douter, ça sert à rien de revenir sur ce qui s'est fait avant, c'est que des erreurs. Bon, ok. Donc on fait plus d'histoire des faits, on fait plus d'histoire de la pensée économique. On ne s'intéresse pas à la sociologie parce que la sociologie ne produit pas des résultats mathématiquement satisfaisants, c'est pas assez rigoureux, etc. On ne s'intéresse pas à la philosophie parce que c'est du blabla. Du coup, on produit des théories économiques. Donc, on voit bien que toutes les théories économiques qui ont été produites au cours des 30 et 40 dernières années, on voit bien quel est dans le sens dans lequel elles vont. Et bien entendu, j'aurais pu vous citer des centaines et centaines et milliers de publications qui ont justifié tout ce que je viens de vous expliquer. Et encore une fois, d'auteurs libéraux qui viennent produire des trucs, montrer que plus on donne aux pauvres, machin, etc. Alors bien entendu, ça se fait sous forme mathématique, alors ça se voit plus. Alors du coup, ce qui caractérise aujourd'hui les économistes, c'est qu'ils utilisent tellement les mathématiques qu'ils oublient les hypothèses qu'il y a derrière. Ils finissent d'ailleurs par oublier de quoi ils parlent. Mais la forme mathématique, dont j'ai régulièrement répété qu'elle est la forme de scientificité des économistes, les conduit à oublier toute une série de choses comme ça. Et à se dire que finalement,
eh ben, les inégalités qui sont générées aujourd'hui sont tout à fait normales. Donc pour conclure très rapidement, dans les discours sur les réformes et la justice sociale, il y a deux grands angles morts. D'abord, savoir pourquoi faire des réformes. Pourquoi, pour quoi, pour qui. Il n'y a jamais aucune justification des réformes qu'on met en place. Pour rebondir sur la question territoriale, par exemple, pourquoi est-ce qu'on a fusionné les régions? On nous a expliqué que ce serait mieux, que ce serait plus efficace économiquement, qu'on ressemblerait aux Länders allemands. Mais les Länders allemands, ils se sont construits dans une histoire extrêmement longue, qui n'est absolument pas l'histoire de la France, qui s'est fait dans un contexte historique, politique très particulier. On a fusionné. Est-ce que ça fait des économies? À mon avis, on n'est pas prêt d'avoir des études nous montrons ce qu'a coûté la fusion des régions, et en particulier ce que ça coûte aujourd'hui comme frais de transport. Alors, pour le coup, je le vois dans les réunions dans lesquelles je vais, parce que c'est important qu'on se voit vraiment. En plus, on utilise peu Skype, je sais pas, enfin, les moyens de visioconférence, je sais pas, faut qu'on se voit. Bon. Ok, donc on se voit. Donc, je ne raconte pas l'impact financier, et surtout l'impact écologique. Parce qu'en plus, on ne se réunit pas tous au centre. Non, Béziers n'est pas le centre, Carcassonne. Carcassonne devrait devenir un centre de réunion intra-régional au moins. Non, on se réunit à Toulouse, on se réunit à Montpellier. On ne sait pas. Il faut faire des réformes. Et encore une fois, comment est-ce qu'elles sont justifiées? La plupart du temps sur la base de théories économiques que les faits ne viennent pas justifier. C'est ça le plus grave. C'est que les faits ne viennent pas justifier la théorie et qu'on continue d'appliquer des théories dont on sait qu'elles sont fausses. Et puis donc, ça renvoie à une dernière chose, et je conclurai là-dessus, c'est que c'est à nous peut-être de demander à ce que soient débattues à nouveau les bases de ce fameux pacte social dont on nous parle. C'est peut-être à nous d'interroger régulièrement nos élus, les gens pour lesquels on a voté, de gré ou de force, et de les confronter à leurs arguments ultimes de justice sociale. Qu'est-ce qu'ils entendent par justice sociale quand ils veulent réformer? Qu'est-ce qu'ils entendent par justice sociale quand ils nous proposent un nouveau modèle social? Sur ce, mesdames, messieurs, merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup. On a le temps pour quelques questions? Quelques questions, oui. Ouais. Je vais passer le micro à ceux qui veulent poser des questions. Bonsoir. Je me dévoue comme premier à vous interroger, à donner mon point de vue. Il en faut un. Donc, je vous remercie pour ce repas gastronomique, intellectuel, pantagruélique, et nous sommes tous en train de digérer. Ce qu'il nous faudrait, c'est un super trou normand. Je suis normand, mais je n'ai pas mon calvin avec moi. Ensuite, étant il y a quelques cheveux blancs, j'ai pratiqué les 30 Glorieuses, je les ai vécues. Et il y a un point, pour faire de diversion ou digression, il y a un point important pendant cette période, c'était l'importance du Parti communiste et de la CGT, qui nous bassinait, et beaucoup le croyaient, comme quoi en Union soviétique, les progrès étaient meilleurs. Il faut dire qu'ils avaient quand même bien réussi, avec 20 millions de morts, à balayer les forces hitlériennes, alors que les Américains se sont contentés de 200 ou 300 000 morts, 150 000 morts en Normandie et dans l'Europe. Donc l'importance du sacrifice, on ne le comptait pas, mais ils avaient gagné et c'est incontestable. Et le système libéral capitaliste, par la trouille que politiquement on bascule pendant cette 4e République dans un système collectiviste, ont voulu montrer que ce système créait plus de richesses et les distribuait davantage. Donc ils avaient une épée dans le dos, une forte concurrence qu'on n'a plus du tout maintenant. Et la même chose en Angleterre, mais là, les travaillistes et crypto-communistes des Anglais avaient des forces syndicales dans les usines beaucoup plus développées qu'en France, et ça devenait des fois ingérable. Enfin, j'ai eu un copain qui a fait des stages en Irlande du Nord. Pour changer une ampoule dans un atelier, il fallait, dans un bureau, un électricien assermenté, faire les papiers, etc. Ça devenait invivable. Mais ce n'était pas une justification pour la méthode Thatcher de casser toute la mécanique et tout le social anglais.
il y avait des réformes à faire, un petit Macron aurait suffi. Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'on manque maintenant de véritables contre-pouvoirs à ce système. Enfin, qu'est-ce que c'est que ce système? C'est un système qui, virtuellement, se balade avec un tas de 0 et de 1 par milliard. On ne sait pas ce qu'ils en font, mais seulement nous on y croit, comme on croyait alors que dépenser Louis XIV et ainsi de suite. On se dit, ben oui, il y a eu les assignats, mais l'argent a de la valeur, il y a les bassines, il y a tout ça. On a comme si l'argent existait. La BCE a créé 2000 milliards d'euros en claquant des doigts. Alors qu'est-ce que c'est de vouloir dire il faut rémunérer le capital? Quand la BCE crée 2000 milliards gratuitement, pourquoi on doit rémunérer? Et dernier point, vous avez parlé tout à l'heure que certains gagnent 5, 10, 100 fois plus que d'autres, mais qu'est-ce que ça veut dire de gagner? Le gain par rapport à leur travail. Quand il y a eu les privatisations de la télévision, les salaires, ils se sont mis à gagner 4-5 fois plus. Est-ce qu'ils étaient 4-5 fois meilleurs? Est-ce que l'audience, l'audimat était 4 ou 5 fois supérieure? Non. Par contre, le prélèvement fait par les riches sur l'économie, alors là, ils y vont. Mais ça n'a aucun rapport avec la production de valeur. Le prélèvement de valeur, le profit, devient de plus en plus indépendant de la production des valeurs. Bon, maintenant, je vais m'arrêter parce que je pense que nos cerveaux se sont un petit peu reposés, d'autres pourront poser des questions. Merci. Merci pour cette intervention. Finalement, ce n'était pas des questions. Oui, tout à fait, c'était un bon trou normand. Oui, effectivement, je ne suis pas revenu sur cette pression qui était extrêmement forte. Oui, quand on regarde les conditions dans lesquelles la protection sociale se met en place en France, on voit le poids du Parti communiste dans... c'est un ensemble, hein, c'est le Parti communiste, les syndicats, l'histoire de la résistance qui permettent effectivement une logique de crainte. Une logique de crainte intérieure, de crainte extérieure et qui a conduit à la redistribution, oui, c'est évident. Et la chute du mur de Berlin a sonné finalement le glas de toute résistance au néolibéralisme. C'est effectivement là que les choses commencent à se jouer. Et sur le reste, je ne peux qu'être d'accord avec vous. Hein. Pourquoi rémunérer le capital? Avez-vous un autre système de résistance? C'est-à-dire un autre... Quelle résistance il faut opposer? Qui ont permis de résister, maintenant il n'y a plus rien. Est-ce que vous avez un système de résistance et de proposition? Je pense qu'on est là confronté à quelque chose. Alors, on est confronté à une résistance qui, pour le coup, va s'imposer à nous. C'est celle de l'environnement. Comme je l'ai déjà exprimé, la seule chose que je crains, c'est que cette menace environnementale nous conduise à des choix politiques totalement délirants. Totalement délirant. Je n'ose même plus dire ce que je crains, tellement j'ai peur que ça se réalise, non pas parce que je le dise, hein, je ne suis pas dans une pensée magique, mais oui, je crains qu'hélas, comme nous ne voulons pas traiter ces problèmes à venir, c'est toujours la même chose, hein, quand on ne veut pas traiter les problèmes à venir, on ne peut les traiter qu'une fois qu'ils surviennent. Parce que là, ce qu'il va falloir traiter, c'est pas plusieurs milliers de milliards qui vont disparaître du jour au lendemain sur les bourses, alors que ces milliers de milliards n'ont jamais été dans l'économie, qu'ils n'ont jamais fait qu'enrichir des portefeuilles d'investisseurs virtuels. On ne va pas être confronté là à une crise économique sur laquelle on pourra agir. On va être confronté directement à une crise environnementale qui peut se déclencher maintenant, on le sait, à quasiment n'importe quel moment, avoir des conséquences qu'on ne peut même pas encore évaluer parce que les modèles sur lesquels travaillent aujourd'hui les spécialistes de l'écologie, de l'environnement et du climat sont des modèles extrêmement sensibles à quelques variables. Et ce que je crains, c'est que du coup, ne réagissant qu'une fois que les problèmes seront survenus, la seule solution vers laquelle nous nous tournerons, c'est une solution violente. Une solution, on se tournera vers des formes de pouvoir qui prendront les décisions à notre place. Par exemple, si on a un afflux massif de migrants qui seront liés, encore une fois, à de la migration environnementale, climatique, qu'est-ce qu'on va faire? C'est-à-dire, on va tourner les yeux, on ne va pas regarder, mais on va voter pour un pouvoir qui va s'en débarrasser.
Tout simplement parce qu'à un moment, on se dira, et c'est peut-être la force du système, si on réfléchit bien à cette puissance de la mécanique qui fait qu'elle n'a pas besoin d'un complot, etc. On voit comment les intérêts s'agrègent. Effectivement, nous serons les premiers à demander ça. Pour nos enfants, pour machin, etc. De la même manière, regardez la difficulté qu'on a juste à accepter de consommer moins d'énergie, moins de transport, moins de chauffage. On n'y arrive pas. On n'y arrive même pas pour nos enfants, en réalité. Si on réfléchit bien, nous sommes même incapables maintenant de mettre en place des mesures indispensables pour mettre nos enfants à l'abri. Alors de là à s'occuper du reste de la planète, voilà. Donc non, je ne vois pas de force de résistance. Bon, là c'est non, ça m'a entraîné trop loin, j'arrête. J'arrête parce que une espèce n'a pas les forces de régénérescence qu'a l'ensemble de la biodiversité. Une espèce peut disparaître. C'est déjà arrivé à plusieurs reprises. Et des êtres parfois au moins aussi évolués que nous. Est-ce que finalement on ne s'aperçoit pas qu'il y a des gens qui essaient de sortir du système? Est-ce que la force de la résistance serait de sortir de ce système? Alors, sur la sortie de système, voilà, typiquement là, un des programmes de recherche qu'on essaye de faire financer, mais à mon avis on n'y arrivera pas. Mais les programmes qu'on essaye de faire financer, c'est justement d'aller travailler sur tous les territoires périphériques, ces territoires en déclin qui sont progressivement abandonnés par la dynamique de mondialisation, etc. Parce que c'est là qu'il se passe des choses, effectivement, et qu'il y a plein de, on voit des formes de reconfiguration des rapports territoriaux entre les acteurs, la recherche d'innovation sociale, d'alternatives, et effectivement au niveau local. Je dirais que c'est même pas en essayant de sortir du système. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu plein de mouvements qui ont essayé de sortir du système à partir des années 60, notamment. Il y a tout un mouvement, de nombreux mouvements qui vont être théorisés pour sortir du système et qui ont tous échoué. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une sortie non voulue. Vous voyez, du système. Et finalement, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec des territoires sur lesquels la résistance s'organise parce qu'il n'y a pas le choix. C'est-à-dire une fois qu'on constate qu'il y a une dynamique de croissance au niveau mondial, au niveau national, au niveau régional, et puis qu'on constate que son territoire, il n'est pas dedans. Il n'est pas dedans du tout. Les seuls projets qu'on propose au territoire, c'est de l'enfouissement de déchets, du gaz de schiste, du machin. Voilà. Dans l'arrière-cour, on va mettre les déchets. Et tout à coup, on voit qu'il y a des mobilisations, et ces mobilisations sont importantes parce que, et c'est là que je serais éventuellement optimiste, là où je ne suis pas optimiste, c'est que je pense que la crise environnementale sera trop violente pour entraîner ça. Mais là où j'ai une forme d'optimisme, c'est que les crises génèrent forcément à un moment des situations dans lesquelles nous n'avons pas le choix. Nous devons agir, nous devons réagir et changer nos manières de voir les choses. Et ça, c'est ce qui se passe sur de nombreux territoires. Donc c'est même pas tant sortir du système qu'à un moment être confronté au fait qu'on est exclu progressivement du système et donc il va falloir reconfigurer autre chose. Le problème de ces dynamiques, c'est leur capacité, de ces dynamiques locales, c'est leur capacité du coup à regagner ensuite en échelle. Et quoi qu'il en soit, ces dynamiques ont du mal à échapper, alors pour le coup, aux effets environnementaux du reste du système. Et c'est là que c'est dramatique, hein. On voit la lutte incessante des exploitants bio pour se protéger contre les autres exploitants qui balancent leurs saloperies, qui vont partout. Cette difficulté qu'il y a là, et c'est là que c'est problématique, c'est-à-dire qu'effectivement, et ça c'est un problème, l'économie a du mal à intégrer ça, par exemple, hein, dans ses modèles. L'économie part du principe que la plupart des choses qu'on fait n'ont aucune incidence sur les autres. C'est absolument ahurissant de construire des modèles théoriques sur l'idée que ce que chacun d'entre nous fait n'a pas d'impact sur les autres. C'est-à-dire qu'en fait, notre impact est tellement dilué sur les autres que c'est comme si on avait d'impact sur personne en particulier. Vous voyez? C'est ça l'idée. Donc, du coup, l'économie a beaucoup de mal à intégrer cette idée de ce qu'on appelle des externalités. Et la solution, quand il y a des externalités, c'est de mettre des pénalités, etc. Mais vous pouvez mettre les pénalités que vous voulez. C'est là qu'on revient à des problèmes, notamment sur la pollution. Vous pouvez faire payer les pénalités que vous voulez. De toute façon, l'industrie, les multinationales s'en foutent. Elles ont largement de quoi payer. Largement de quoi payer toutes les... C'est pour ça que, quand je parlais tout à l'heure de ces solutions marchandes, qui consistent à dire, à un moment, on paye. Voilà, je détruis l'environnement, je paye. Je paye une amende, je paye des terrains de la plantation d'eucalyptus, des trucs comme ça. Ouais, on paye. Et il y a un moment où tout ça, c'est totalement inefficace. Donc, pour revenir à votre question, la sortie du système, elle est quasiment obligatoire sur plein de territoires. Donc, et c'est là qu'on voit l'innovation sociale, mais en même temps, difficulté à échapper à l'ensemble du système. Très difficile, en tout cas, d'échapper aux conséquences négatives du système. Mais peut-être qu'on peut imaginer que la France elle-même ne va devenir qu'une périphérie de...
On peut se dire qu'on est dans, même pas de l'Amérique, je dirais qu'on est dans une certaine manière dans un retour historique relativement logique. Nous allons redevenir une périphérie de la Chine. Ce que nous étions au Moyen-Âge, hein, le pôle de développement intellectuel, économique, technologique, c'était la Chine. C'est de chez eux qu'on a tout rapporté. C'est de tout ce qu'on a rapporté en Chine qu'on a réussi à faire notre révolution industrielle. Hein. Ouais, je ne sais pas si j'ai très bien répondu à votre question. Ouais. Voilà, chacun se dit, il y a des gens qui réfléchissent différemment, style Pierre Rabhi ou je sais pas. Tout à fait. J'ai lu dans la tête, il pense qu'il y a d'autres initiatives. Donc, est-ce qu'on va arriver à des théories qui permettent de sortir de la manière dont on dit? Ouais, c'est un paradoxe sur lequel je suis revenu régulièrement dans ces soirées. Finalement, qui est-ce qu'on entend le plus à la télé, à la radio? Encore une fois, vous entendrez rarement Jean Tirole, vous entendrez rarement les économistes qui produisent les modèles qui sont appliqués. La plupart du temps, les gens qu'on entend sont des gens qui contestent. Et c'est toute la force du système. Que finalement, on a l'impression qu'on a une liberté d'expression. Et du coup, vous voyez, ce qui donne l'impression finalement du choix. Parce que des modèles, effectivement, des gens qui pensent, il y en a plein. Toutes les semaines, je fais commander pour mes étudiants à Montpellier sur une formation qu'on a en développement social, des jeunes qui cherchent des alternatives. Tous les mois, je peux faire commander 20 ou 30 bouquins d'auteurs intéressants qui sont traduits, qui viennent de partout dans le monde, qui proposent des choses. Du coup, on a l'impression que c'est entendu. Et ouais, toute la force du discours politique qui consiste à dire « les gens savent ». Finalement, d'ailleurs, aujourd'hui, pouvoir dire « les gens savent, ils savent informer, on sait tous qu'on va vers une crise environnementale, on sait tous qu'il y a des inégalités, on sait tous qu'on nourrit le capital, et alors, on continue de le faire ». Ouais, c'est là qu'il y a une force et qui interroge effectivement chacun de nous, profondément, sur la possibilité que nous avons de nous investir dans des solutions alternatives. Mais oui, il y a plein de solutions alternatives, il y a plein de trucs qui marchent, très intéressants. Là, je pense à Barjac, le village qui est devenu totalement bio dans le Gard, etc. Il y a des expérimentations qui sont intéressantes. Il y en a plein. Après, c'est leur capacité à dupliquer, à changer d'échelle qui reste toujours problématique. C'est une problématique qu'on a notamment dans l'économie sociale et solidaire depuis les années 70. Toutes les expérimentations qui sont lancées marchent à petite échelle. Dès qu'on veut changer d'échelle, on perd le truc. C'est compliqué, c'est très compliqué. Ça fait partie vraiment des recherches importantes en économie sociale et solidaire. Quand est-ce que, à partir de quelle échelle, on finit par perdre tous les fondements? C'est-à-dire les fondements de on coopère ensemble, on revient à plus d'égalité dans la répartition des revenus de l'entreprise, le capital appartient à tous, vous voyez, tous ces trucs-là qu'on trouve dans les coopératives, et comment tout à coup, là, une coopérative prend de la taille et devient une coopérative qui génère plusieurs centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires, comme la coopérative laitière de l'Atlantique, ou Leclerc, c'est une coopérative, enfin, vous voyez, comme à un moment, tout à coup, on perd ce truc. Et il y a des problèmes d'échelle qui sont fondamentaux. Fondamentaux. Mais il faut qu'on peut garder espoir. Légitimement. Très régulièrement, je suis invité à participer à des échanges sur des territoires où on essaye des choses, on réfléchit, il se passe plein de choses. Il se passe plein de choses. Ouais, positif. Il se passe plein de choses. Très bien. Bien, je crois qu'on va pouvoir arrêter sur cette note positive. Mesdames, Messieurs, vraiment encore merci, je vous remercie. Nous sommes là. Merci. Откройте, не бойтесь свежего воздуха. Прошу вас расстегнуть воротничок и ослабить пояс.